Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM sur internet ici et maintenant.com. La revue de presse interactive chaque mercredi avec Lisandre. Et aujourd'hui, un invité, Gérard Fouché, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors Gérard Fouché, vous êtes animateur du mini-show sur YouTube. C'est votre émission que vous avez créée. Oui, en quelque sorte, oui, c'est un petit mini-show que j'ai commencé il y a plus de 3 ans maintenant. Et bon, j'ai commencé en mettant vraiment des petites vignettes, voilà, un petit mot, un petit passage sur ce que je pensais d'un événement d'actualité ou voilà, de quelque chose sur quoi j'ai envie de parler. Et puis petit à petit, je me suis aperçu que ça se rapprochait de l'économie, de la monnaie, de la justice. De la démocratie, et donc voilà, c'est devenu quelque chose d'un petit peu plus consistant, mais bon, ça reste une petite expérience personnelle. Votre sujet, c'est l'économie principalement, la monnaie même plus précisément. Est-ce que vous pouvez présenter aux auditeurs qui vous êtes et votre travail, un petit peu ce que vous faites depuis 3 ou 4 ans? Bah, moi d'origine, je ne suis pas du tout économiste, je ne suis pas du tout spécialiste de la monnaie. Je suis metteur en scène au départ et comédien. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la monnaie d'abord par curiosité dans les années 2008-2009 parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce BINS là? Qu'est-ce qui se passe? Je vois des gens dans la rue, je vois des gens qui souffrent, attends, et on me raconte que c'est une histoire de chiffres, d'argent, de monnaie. Donc j'ai voulu essayer de comprendre, quoi, tout simplement, de comprendre la relation entre ce monde de la finance, ce monde de la banque, ce monde de la monnaie et la vie réelle. Comment ça se fait que voilà, le fait qu'il y ait un certain système économique, ça fasse qu'on a des gens dans la rue et des gens qui meurent. Donc voilà, c'est beaucoup de curiosité, puis beaucoup de sentiments d'injustice aussi, parce que bon, on voit bien, et puis voilà, on s'en rend compte, et je m'en suis rendu compte, on s'en rend compte tout le temps, et c'est de plus en plus flagrant que il semblerait bien qu'il y a des gens qui s'enrichissent de plus en plus, qui travaillent pas tellement plus que tout le monde, plutôt moins, et qu'il y en a d'autres qui travaillent beaucoup par contre et qui ont l'impression tous les jours de marcher sur un tapis roulant qui va à l'envers et de travailler pour rien, ou qui voudraient bien travailler, qui voudraient bien produire quelque chose, mais qui n'ont pas tout simplement les moyens financiers de manger ou de se loger. Donc voilà, j'ai voulu comprendre les racines de toutes ces choses-là, et puis aussi les racines de ce qui se passe au niveau international, les guerres, les invasions, les différences entre les pays riches et les pays pauvres qui n'ont pas l'air de s'arranger mais qui ont l'air de s'accentuer. Donc voilà, je me suis mis à bosser là-dessus. J'ai rencontré des économistes, des journalistes, j'ai lu des tas et des tas de bouquins en français, en anglais, sur l'économie, sur la finance, etc. Et petit à petit, j'ai découvert des tas de trucs que j'ai eu envie de communiquer. Donc vous avez travaillé énormément, lu beaucoup d'ouvrages, d'articles techniques, plus généralistes. Et finalement, votre cœur de travail, on peut dire, c'est la monnaie et les rapports de force économiques. Est-ce que ça vous va comme résumé? Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est bien. Oui, c'est le cœur de cette recherche-là, c'est à quel point je dirais, les caractéristiques et les mécanismes de distribution, de création de la monnaie ont des conséquences sur la vie réelle. Alors, ce travail a donné fruit à un livre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre? On en parlera plus profondément après peut-être, mais est-ce que vous pouvez présenter déjà ce livre qui est le fruit de votre travail? Bah voilà, après ces années de recherche, je me suis rendu compte que j'avais vraiment en main un tas énorme d'éléments, de visions différentes, parce que j'essaye d'aller à la fois dans le fond de chaque vision, de la vision de chacun que je découvre, que je découvrais à l'époque. Donc je vais au fond d'une vision, et puis j'essaye en même temps, ça c'est mon travail personnel, de donner une image globale, enfin d'essayer pour moi d'abord de percevoir une image globale de tous les effets, causes, effets de causalité qui relient tous ces éléments entre eux. Donc je me suis dit, bah, il faut que je parle de ça, et donc j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle Les secrets de la monnaie, changer la monnaie pour changer le monde, qu'on peut trouver très facilement en tapant ça sur Internet. Et donc voilà, bon, après, une fois que ce livre a été publié, j'ai eu des demandes et j'ai été appelé un petit peu partout en France pour faire des conférences là-dessus, justement.
Et maintenant, l'essentiel de mon travail, alors que normalement je suis metteur en scène et comédien, comme je vous l'ai dit au début, l'essentiel de mon travail, c'est d'aller voir les gens en province, en Suisse, en Belgique, et d'expliquer tous ces mécanismes-là. Et je me perçois que les gens sont absolument, ont un appétit énorme pour comprendre ces mécanismes, et aussi, évidemment, pour comprendre quelles solutions, quelles alternatives on pourrait adopter pour, je dirais pas y échapper, mais essayer de le transformer un petit peu pour qu'il soit moins prédateur et moins inégalitaire. Alors, vos conférences, il faut le préciser, c'est plus proche du travail de Franck Lepage ou de la Scope Le Pavé qu'une conférence universitaire ou voilà, un séminaire où on va apprendre. On apprend beaucoup de choses hein, dans vos conférences, c'est pas du tout le problème, mais c'est moins professoral, on va dire, quelque chose de plus qui tient du spectacle vivant. Oui, de plus en plus, ouais, ouais, de plus en plus. J'ai commencé, bon, au début, j'avais un petit peu le trac, voilà, j'avais une trame très précise. J'ai toujours une trame très précise, bien sûr, mais bon, j'essayais d'être surtout didactique. C'était toujours suivi d'un débat très interactif et très intéressant, avec plein de questions-réponses, etc. Et puis là, je m'aperçois que de plus en plus, effectivement, je me rapproche du travail de Franck Lepage, qui a inventé le concept extraordinaire de la conférence gesticulée, c'est-à-dire un mélange de données très précises, très solides, comme un conférencier traditionnel, avec un côté un petit peu théâtral, une mise en scène, de l'interactivité avec les spectateurs, etc. Donc je me rapproche de plus en plus de ça, à tel point que là, dans les mois qui viennent maintenant, je vais rajouter vraiment des exercices d'interactivité avec le public. Je vais rajouter des petites choses dont je ne peux pas parler tout de suite, mais qui vont être un petit peu plus, encore plus spectaculaires, encore plus, je dirais, à la fois didactiques et amusantes en même temps. Et je crois que... Et je crois que le message passe d'autant mieux qu'on l'expérimente soi-même. Donc voilà, c'est ce que je voudrais arriver à faire, c'est-à-dire à faire partager vraiment dans l'esprit, à partager avec un public dans l'esprit toutes ces données-là qui sont pas toujours simples à comprendre. Ben justement, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Mm. On va entrer dans le vif du sujet, dans la question de la monnaie, question fondamentale, question centrale de l'économie. Sans monnaie, il n'y aurait pas d'économie, ou en tout cas une économie tout à fait différente de ce que l'on connaît. Alors, pour parler de la monnaie, peut-être faut-il remonter aux origines de la monnaie. C'est le titre d'ailleurs d'une de vos conférences, je crois, les origines de la monnaie. Ben, j'en parle dans la conférence que je fais, oui, bien sûr, il y a un travail là-dessus, et c'est effectivement fondamental parce que comprendre l'origine, enfin la naissance de la monnaie, c'est comprendre que la monnaie a toujours été liée à une certaine forme de, je dirais, d'exploitation de l'homme par l'homme, hein. Je lisais ce matin, dans je ne sais plus quel livre, il y avait une citation de... alors je ne sais plus, j'ai oublié quel humoriste, mais qui disait le capitalisme c'est l'exploitation de l'homme par l'homme et le communisme c'est exactement le contraire. Donc bon, tout le monde connaît ce petit jeu de mots, mais voilà, la monnaie... bon, si vous voulez qu'on réponde à cette question, enfin que j'essaye moi de répondre à cette question, quelle est l'origine de la monnaie? Comment est advenue la monnaie dans la société? C'est vrai qu'au départ, il y a une légende qui a été lancée à titre d'hypothèse un petit peu par Adam Smith, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les données suffisantes et anthropologiques pour savoir vraiment comment était apparue la monnaie. Alors quand on parle de la monnaie, là, sous cet aspect-là, c'est la monnaie... je dirais la monnaie dure, la monnaie qui s'est exprimée en termes de pièces d'or, en termes de billets, etc., c'est-à-dire qui est émise par un centre émetteur. Et donc voilà, donc la légende, c'est que les hommes, un jour, se sont mis à échanger leurs biens et leurs services entre eux. Et ils ont eu un problème, c'est que c'est très difficile d'échanger 3 tomates contre un poulet, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui n'a pas de tomates, l'autre qui n'a pas de poulet, et puis il y en a un troisième qui, lui, il vend des fers à cheval, et il n'a pas envie de tomates, mais il a envie de poulet. Donc c'est le problème des 3 producteurs qui est très difficile à résoudre. Et donc la légende, c'est que un beau jour, les hommes se sont réunis et ont inventé la monnaie. C'est une légende, c'est une hypothèse de travail, mais ce n'est pas, semble-t-il, du tout la réalité. Les travaux des anthropologues, des chercheurs n'ont jamais trouvé ce genre d'évolution dans aucune tribu, dans aucune région du monde. Or, par contre, ce qu'on a trouvé,
et en remontant à moins 5000 années, c'est-à-dire que là, je me base sur les travaux de Marcel Mauss, de David Graeber récemment, qui a fait vraiment une compilation extraordinaire de tous les travaux concernant la dette et l'émergence de la monnaie depuis 5000 ans. David Graeber, c'est un anthropologue américain qui vient de sortir un livre il y a quelques mois, quelques semaines, 5000 ans de dette, c'est bien ça? Voilà, dette, 5000 ans d'histoire. Voilà. Et donc c'est un livre qui a eu un succès énorme aux États-Unis quand il est sorti en 2011. Il s'appelait Dette, les 5000 premières années. Ensuite il a été traduit en français, là il vient de sortir effectivement il y a quelques mois. Et donc c'est un travail considérable, c'est un ouvrage de plus de 500 pages qui compile toutes les recherches et tous les anthropologues et toutes les données qu'on peut avoir sur la naissance de la dette, du crédit et de la monnaie. Et donc, contrairement à la légende qui dit donc au début il y avait le troc, puis la monnaie est apparue, puis une fois que la monnaie est apparue, les gens se sont fait crédit entre eux et la dette est apparue. En réalité, si on regarde ce qu'on trouve dans la recherche, on constate que c'est la dette et le crédit mutuel qui est apparu en premier, sous forme tout simplement d'échanges décalés dans le temps, de dons décalés dans le temps. Et on comprend bien, ça on voit bien que dans une communauté humaine, quand on se connaît, on se donne quelque chose en sachant très bien que le voisin il va vous rendre forcément un jour ou l'autre quelque chose. Il n'y a même pas besoin d'en parler, la notion de dette, elle est, je dirais, tout à fait presque inconsciente. C'est-à-dire quand on donne quelque chose, on sait que si on a reçu quelque chose, il va falloir qu'on rende un cadeau. Ça se fait entre amis, voilà, quand on va chez quelqu'un, on amène un bouquet de fleurs, la prochaine fois il amènera une bouteille, etc. Donc ça, ce sont les systèmes qui nous dit la recherche anthropologique, sont apparus en premier. Des systèmes de dette mutuelle, de crédit mutuel. Et puis là-dessus, il y a une certaine catégorie de la population qui a constaté que les échanges augmentant, la richesse locale dans une zone donnée augmentait. Et que petit à petit, étant donné que ces systèmes de crédit et de dette mutuelle se mettaient en place au fur et à mesure, les gens petit à petit se mettaient à se spécialiser, donc à produire un petit peu plus que ce dont ils avaient besoin, et que donc la société, globalement, s'enrichissait. Et ça, c'est en particulier les recherches de Franz Oppenheimer qui nous le dit, c'est la genèse de la naissance des États à partir et des classes dominantes. C'est qu'au fur et à mesure qu'une certaine richesse se développe dans une zone locale de l'économie, il y a une partie de la population qui essaye, et on pourrait dire c'est presque naturel quand on a cet esprit-là, qui essaye de tirer profit de cette richesse-là. Et donc là, on débouche sur la différence entre ce que Oppenheimer appelle le moyen économique et le moyen politique. Le moyen économique étant de produire quelque chose, de le proposer à ses concitoyens, et puis d'attendre en retour quelque chose de la production des autres. Ça, c'est le moyen économique qui permet de vivre et éventuellement de s'enrichir un peu. Et puis, il y a le moyen politique qui est exercé par une certaine catégorie bien particulière d'individus qui se disent « à quoi bon j'irai me fatiguer à produire moi-même, étant donné que je peux demander ou exiger de ceux qui produisent un petit peu trop qu'ils m'en donnent une partie ». Et donc là, on assiste, et ça, toutes les recherches concordent là-dessus, on assiste à des phénomènes donc de domination et de prédation sur la richesse produite. Et c'est, semble-t-il, anthropologiquement, c'est, semble-t-il, ce phénomène-là qui est exercé seulement par un tout petit pourcentage de la population. La plupart des gens n'aspirent qu'à vivre en paix, à échanger, à s'enrichir modérément. Et donc il y a une toute petite partie, un tout petit pourcentage de la population qui préfère s'enrichir beaucoup aux dépens des autres. Et donc de là, on a la naissance d'une classe dominante qui s'enrichit bien sûr exponentiellement, puisqu'elle prend une part de la richesse de l'ensemble d'une population, et qui donc, le fait de s'enrichir exponentiellement, lui permet de continuer à s'enrichir et donc de continuer à s'étendre géographiquement. Et donc le cycle, je dirais, est engagé, et le fait de l'enrichissement exponentiel d'une petite partie de la population fait que cette population va s'étendre, va essayer d'étendre son domaine, d'étendre son empire, et donc de contrôler des régions de plus en plus vastes de population. Pour ça, il faut créer des forces de coercition, qu'on appelle des armées, et là, après, se pose le problème de rémunérer les armées.
rémunérer les soldats. Ça, c'est tout ce que nous raconte donc le fameux bouquin de David Graeber. Et donc pour rémunérer les armées, là on a eu quelques milliers d'années de crédit mutuel et je dirais de paix relative, et puis là très simultanément, en moins 600, moins 700 avant Jésus-Christ, simultanément en Chine, dans le bassin méditerranéen, en Inde, apparaissent les premières manifestations visibles de cet état de fait sous forme des premiers États, des premiers royaumes, qui commencent à s'étendre géographiquement et donc à avoir des armées pour aller conquérir des populations à l'extérieur. Et là se pose le problème de nourrir les armées d'occupation, de nourrir les troupes qui vont contrôler et prendre la richesse des populations locales. Et donc le problème, c'est que les populations locales, entre elles, il n'y a pas de problème, on se fait des dons mutuels, on se fait du crédit, mais quand on voit un soldat armé jusqu'aux dents qui vous dit « est-ce que tu veux bien me donner quelques légumes pour me nourrir ?», évidemment, on n'est pas d'accord. Et donc là, apparemment, il y a quelques rois, quelques princes qui ont une idée extraordinaire et qui se disent « je vais payer mes soldats en imprimant mon profil sur des rondelles de ferraille, sur des rondelles de métal. » Et là, la monnaie, semble-t-il, est inventée, à peu près simultanément dans toutes les régions que je viens de citer. Et à partir de là, c'est extraordinaire, parce que les soldats d'occupation, les troupes d'occupation reçoivent ces rondelles de métal qui ont le profil de leur chef militaire et effectif. Et avec ces rondelles-là, ils vont chez les paysans. Et ils disent aux paysans, je sais pas, j'ai des trucs nouveaux, là, regarde, c'est des espèces de rondelles en métal. Il paraît que tu vas me donner à manger si je te donne des trucs comme ça. Je pense que les premières réactions des paysans ont dû être de dire tu me prends pour un abruti. Jamais je vais te donner une partie de ma récolte parce que tu me donnes des rondelles en ferraille avec le profil de ton chef. Donc, faut pas compter là-dessus, mon gars. Seulement, le problème, c'est que la violence arrive. Et donc, étant donné que les troupes d'occupation ont le pouvoir de la force, donc de la coercition, donc de la menace, donc de la vie et de mort, du droit, elles ont le droit de vie et de mort finalement sur les populations occupées, eh bien le message est le suivant. Écoute, cher paysan, je suis très ennuyé en tant que soldat, mais si tu ne me donnes pas une partie de ta récolte en échange de ces rondelles, je vais être obligé soit de te tuer tout de suite, soit de revenir l'année prochaine et de te redemander des rondelles en retour. Et là, c'est un phénomène très curieux quand même, parce que si on se place du point de vue d'un prince, quel intérêt aurait-il, alors qu'il a la possibilité d'émettre de la monnaie, maintenant c'est de la monnaie en quantité autant qu'il en veut, pourquoi est-ce qu'un prince demanderait-il à des gens à qui il a proposé de se servir de cette monnaie, pourquoi un prince demanderait-il de lui reprendre de la monnaie en retour, alors qu'il peut en créer autant qu'il veut? Eh bien ça, c'est le mystère de l'impôt. À quoi sert l'impôt? À la base, l'impôt, c'est un mécanisme extraordinairement puissant et extraordinairement malicieux pour obliger les populations conquises à utiliser la monnaie. Parce que si le paysan n'accepte pas qu'on lui donne la monnaie, que le soldat paye de la monnaie pour avoir une partie de sa production en échange, s'il refuse de prendre cette monnaie, mais que l'année d'après, le soldat revient en lui disant « il faut payer ton impôt », où est la monnaie que tu me dois, que tu dois à mon pays, et que le paysan n'en a pas, à ce moment-là, on le met en prison, on le tue ou on lui rase sa maison. Donc le paysan se dit « si tu me tues l'année prochaine parce que je ne te rends pas une partie de la monnaie, effectivement, là, oui, je suis obligé de te donner de ma production et d'accepter que tu me, entre guillemets, payes avec ce qui ne vaut rien, qui est créé ex nihilo par ton chef militaire. » Et là, alors, c'est très ambigu, parce que cette invention, quand même, qui est extraordinaire, elle est à la fois extrêmement maléfique, douloureuse, prédatrice, violente. Elle oblige le paysan à accepter en paiement quelque chose qui ne vaut rien et à donner de la richesse qu'il a lui-même produite en échange. Mais d'un autre côté, elle oblige tous les paysans à faire de même. Et très curieusement, tous les paysans vont être obligés, de force,
de s'échanger aussi entre eux leurs productions respectives au moyen de cet outil bizarre, au moyen de ces rondelles. Alors pour le peuple dominant, ça a des avantages extraordinaires, en ce sens que c'est anonyme, on peut en créer autant qu'on veut, il suffit de prendre la domination des mines, d'étain, de cuivre, d'or, enfin bon, peu importe, puisque comme on domine des populations, on a des esclaves autant qu'on veut, donc on les fait travailler, on produit autant de monnaie qu'on veut. Ça, c'est pas un problème de production. Le problème, c'est d'obliger les gens à s'en servir, de manière à pouvoir pomper une partie de la production réelle que ces paysans-là produisent. Voilà, le principe, c'est d'enrichir le centre d'émission, c'est-à-dire la classe dominante qui réside au pays, hein, qui ne va jamais dans les régions occupées, et également de payer les armées d'occupation pour pacifier, je dirais, entre guillemets, les populations conquises. Et donc cela, d'un point de vue négatif, d'un point de vue, je dirais, oui, négatif, pour ne pas dire maléfique, c'est quelque chose de terrible, mais en même temps, dans les populations, ça crée des échanges, ça oblige les gens à échanger plein de choses entre eux. Donc, du coup, ça crée le marché. Et du coup, ça fait que les gens vont produire plus encore qu'avant, d'une part pour favoriser les échanges entre eux, pour faire circuler cette monnaie, et d'autre part pour enrichir le centre d'émission. Et donc ça crée le marché, et donc ça crée énormément de richesses, et donc ça crée la possibilité de l'injection de monnaie crée finalement beaucoup plus d'activité qu'auparavant, et donc ça crée beaucoup plus d'inventivité qu'auparavant. Et donc le fait que les gens savent, qu'il y ait des gens dans les sociétés qui s'aperçoivent qu'on peut s'enrichir avec ce nouveau système, ça fait un progrès aussi du côté bénéfique, ça fait aussi un progrès extraordinaire dans la société. Donc voilà, c'était un petit peu long, mais je pense que la liaison entre la création de la monnaie telle qu'elle a été effectuée en 600, en moins 600, moins 700, et finalement le progrès général est aussi intéressant à faire. Et puis bon, après, c'est seulement après qu'il se passe d'autres choses après dont on pourra parler. Alors c'est pas grave si c'est long, on a vraiment tout le temps de parler, donc il n'y a aucun problème, on peut prendre le temps justement d'expliquer longuement une histoire comme ça. Donc on voit bien la légende, c'est que finalement la monnaie a été créée par à peu près partout dans le monde en même temps parce que c'est plus pratique d'avoir de la monnaie pour échanger, et en réalité si on regarde le travail de David Graeber et d'autres, on se rend compte que la monnaie est un outil de conquête militaire, est un outil on pourrait dire d'esclavagisme quelque part, une façon d'enchasser les peuples dans son empire et de les condamner à travailler pour soi. Oui, oui, oui. Alors, il y a un problème, il y a un gros problème de définition du terme monnaie. Bon, c'est ça aussi qu'il faut dire. C'est que on peut dire que la monnaie, c'est seulement ça, des pièces d'or qui circulent ou des billets qui circulent et qui permettent de générer un impôt et qui permettent à un centre d'émission, à un centre de domination de s'enrichir indéfiniment. Pardon. On peut dire aussi que la monnaie, que la monnaie, ce sont aussi des outils de crédit mutuel. Est-ce que quand quelqu'un crée un système d'échange local, est-ce qu'il crée une monnaie ou pas? Est-ce que quand on a juste une comptabilité mutuelle, c'est-à-dire quand je vous vends quelque chose, vous me donnez des points en plus en échange, et que donc ma comptabilité est à plus 10 ou plus 20, et que donc la vôtre est à moins 10 ou moins 20, puisque c'est vous qui avez donné quelque chose, est-ce que à ce moment-là, de la monnaie est créée ou pas? Est-ce que c'est juste un crédit mutuel? Donc il y a une ambiguïté permanente dans les définitions de la monnaie. C'est ça qui nous pose beaucoup de problèmes, je crois, en réalité maintenant. Oui, alors on peut peut-être faire une avance rapide. On fera sans doute un va-et-vient entre les temps antiques et le présent, ce qu'on connaît aujourd'hui, puisque finalement il y a beaucoup de points communs. Aujourd'hui, cette monnaie, elle est à 80 ou 90% numérique, virtuelle, sur des claviers d'ordinateur. D'ailleurs, dans un des mini-shows, vous dites une phrase qui m'a beaucoup amusé et qui est très vraie. Quand on parle de créer de la monnaie, on dit on fait tourner les planches à billets. En fait, non, on ne fait pas tourner les planches à billets, on fait tourner les processus
processeur d'ordinateur, on appuie sur un clavier. Voilà, il n'y a même plus besoin de créer matériellement la monnaie. Le coût de l'action d'un banquier qui vous prête de l'argent, c'est 0,01 kW d'énergie utilisée. On pourrait aussi le résumer comme ça. Oui, oui, tout à fait. Oui. Je peux vous raconter une petite histoire personnelle. J'étais un peu juste en trésorerie le mois dernier. Je suis allé chez mon banquier pour lui demander une autorisation de découvert de 1 000 euros. Et donc j'ai eu rendez-vous et donc j'étais à zéro, quoi. Et donc je suis arrivé un matin et il m'a dit bon bah écoutez Monsieur Fouché, on va regarder tout ça. Bon, donc il m'a dit oui, allez, on va le faire. Et donc je l'ai vu, j'ai vu de mes yeux de la création de monnaie. Enfin, en tout cas de la création d'une ligne de crédit qui n'existait pas auparavant. Et donc il a allumé son ordinateur, il a ouvert mon compte, il a pris un petit champ, une petite case où il y avait marqué autorisation de débit. Et il y avait marqué 0, et à la place, il a tapé 1000. Et je suis ressorti après, il m'a dit bah, est-ce que vous voulez tirer du liquide? Je lui ai dit bah oui, j'ai tiré une centaine d'euros, je suis allé au distributeur, j'ai pris 100 euros en liquide. J'aurais pu prendre 1000 euros de plus en liquide. C'était ma ligne de crédit, et j'aurais pu aller dépenser ces 1000 euros dans l'économie, et c'était 1000 euros qui n'existaient pas auparavant. Donc effectivement, il n'y a même plus besoin d'imprimer. Là, je ne sais pas, j'ai pas calculé, mais je crois que je dis dans mon livre que pour créer 10 000 euros, il faut 6 dixièmes de seconde, je crois. C'est-à-dire 1 et tac, 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 4 zéros. Et pour imprimer 1 million d'euros, il faut 0,8, il faut 8 dixièmes de seconde, je crois. Mais bon. Oui. Donc en moins d'une seconde, on peut créer à peu près tout l'argent dont on a besoin, quoi. Mais c'est ça, bon, c'est ce que la Banque fédérale américaine est en train de faire actuellement. Hein. Je crois qu'ils créent, je ne sais plus, 85 milliards par mois. Enfin bon, c'est quelque chose de colossal. Mais ouais, effectivement, la création de monnaie, quand on a le pouvoir de le faire, c'est extraordinaire. Alors pour peut-être pas aller trop vite, reprenons dans l'Antiquité. Ce que je voulais parler d'un personnage très important, c'est Aristote. Aristote, lui, il est déjà là au moment où la monnaie existe, c'est déjà un moyen de circulation. D'ailleurs, on parlait de l'impôt tout à l'heure, je pensais à la Grèce antique où payer l'impôt pour un citoyen, hein, c'est-à-dire un homme qui était né dans une ville grecque et qui pouvait se prétendre citoyen, il y avait cette notion de fierté de payer l'impôt, de participer à la vie de la cité, et donc c'était pas... alors peut-être que c'est les Grecs se sont fait avoir, hein, pourquoi pas, mais il y avait cette notion, je suis fier de payer l'impôt parce que je participe à la vie de ma ville, je mets une contribution dans la vie de ma ville. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette notion-là? Bah, il y a une différence fondamentale entre payer un impôt pour enrichir un centre d'émission, un prince ou un roi, et payer un impôt parce qu'on a envie de financer des choses en commun. La différence fondamentale, absolument fondamentale, à laquelle il faut vraiment, vraiment réfléchir, c'est l'un est obligatoire, l'autre est volontaire. Voilà, c'est tout. Vous savez, il y a quelqu'un... Bon, si on raisonne logiquement, la différence entre faire l'amour et violer, c'est qu'il y en a un qui n'est pas d'accord. Bon. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, on est obligé de le forcer. Donc on peut dire que toutes les choses pour lesquelles on est obligé de forcer quelqu'un, c'est parce qu'il n'est pas d'accord, si on est logique. Oui. Donc on peut dire que dans la mesure où l'impôt est forcé, obligatoire, on n'a pas tellement le choix de ne pas le payer, on peut dire, en poussant ce raisonnement-là, que l'impôt, tout ce qui est financé avec l'impôt représente tout ce que les gens ne veulent pas financer. En retournant la chose, si on est logique. Bon. Alors, je pense que ça serait intéressant de fonder, là, peut-être bientôt, un mouvement pour un impôt volontaire. Parce qu'effectivement, l'exemple des Grecs que vous prenez, bon, je suis pas... J'ai été à une époque très passionné de culture gréco-latine et de culture grecque en particulier. J'ai même écrit et joué dans une pièce qui s'appelait Socrate, qui racontait les derniers jours de Socrate, qui était très intéressante. Mais non, à ma connaissance, à mon souvenir, je ne crois pas qu'il y avait d'impôt à Athènes, dans la cité d'Athènes. Et donc, si on peut considérer qu'il y a eu un impôt, à mon avis, ce n'était pas un impôt au sens de on est obligé de payer des choses qu'un centre d'émission a décidé, mais tout au contraire, au sens de contribution.
Le service des impôts, il y a quelques années, s'appelait le service des contributions. Et on peut dire qu'à ce titre, effectivement, si c'est une contribution, si les Athéniens ont envie de financer voilà, un nouveau Parthénon, et que tout le monde est d'accord pour le faire, et qu'on laisse ceux qui ne sont pas d'accord ne pas le faire, effectivement, là, ça n'a rien à voir. Oui, c'est pas l'impôt tel qu'on le connaît actuellement. Et vous disiez aujourd'hui, l'impôt, c'est peut-être ce qu'on n'a pas envie de financer. Quand on voit que la première case de financement de l'État, enfin la première dépense de l'État, ce sont les taux d'intérêt sur la dette, effectivement, on comprend qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de payer l'impôt sur le revenu pour que les 50 milliards d'impôts sur le revenu aillent directement en 50 milliards d'intérêts sur la dette, qui font 1700 milliards maintenant depuis 30 ans. Donc effectivement, ça, c'est pas une dépense que les Français ont envie de faire, ça paraît évident. Bah, on commence à comprendre là vraiment dans le monde entier que donc le système de création de monnaie par la dette, dont on pourra peut-être reparler tout à l'heure, est effectivement l'usurpation par un centre d'émission d'un système tout simple de crédit mutuel. On constate, on voit bien sur nos comptes en banque, voilà, on a des soldes qui montent, qui descendent. Si j'achète, mon solde descend. Si je vends, mon solde monte. Si je produis, mon solde monte. Si j'ai un échange, c'est moi qui donne, mon solde monte parce que je reçois du crédit. Donc on voit bien que c'est un système de crédit mutuel. Et donc il y a clairement, bon là maintenant je suis vraiment très très loin d'être le seul à le dire. Il y a peut-être 3-4 ans, même les économistes avaient très peur de dire tout ça. Mais on se rend compte maintenant, et ça commence à devenir de notoriété publique, qu'il y a effectivement usurpation de l'émission de crédit mutuel par un centre émetteur, par le secteur bancaire, qui a donc le monopole de l'émission de ces simples chiffres. Sauf que si c'était une émission à coût nul, il n'y aurait pas de problème. Il suffirait que ça soit distribué harmonieusement à tout le monde et que ça soit adapté aux échanges réels. Le problème, c'est que ça a un coût, c'est payant. Et c'est pas payant avec un petit coût, je dirais, fixe par transaction. C'est payant avec un pourcentage sur l'ensemble de la masse des chiffres qui est distribuée et qui est créée comme ça. Donc ça nous coûte bonbon, ça nous coûte vraiment des fortunes. Et donc effectivement, si on définit cette usurpation comme un système qui a été mis en place, mais maintenant qu'on s'en aperçoit, c'est au mieux un tour de magie, au pire une fraude ou une escroquerie, effectivement, on pourrait comprendre qu'une partie de la population dise non, non, moi, écoutez, je veux bien à la limite payer des armées en Libye ou au Mali, je veux bien à la limite payer des politiciens et des appartements de fonction, mais non, 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 payer une fraude sur un système commun et citoyen, non, ça je suis pas d'accord, donc voilà, je déduis de mes impôts telle part. Bon, évidemment, il y aurait un problème. Mais effectivement, on peut comprendre qu'il y ait beaucoup de gens qui n'aient plus envie de participer à une prédation pareille, quoi. Alors, on va en parler de cette prédation, de cette escroquerie, on pourrait dire, il y a un peu de ça. Bah, est-ce qu'un tour de magie, c'est une escroquerie? C'est ça, c'est un petit peu ça aussi. Vous voyez, quand un magicien vous fait sortir une colombe d'un chapeau, bah, vous êtes surpris, vous êtes content, c'est amusant, c'est agréable à voir. Et puis bon, après, une fois que si quelqu'un vous dit, bah non, attends, c'est parce qu'elles sont déjà dans le double fond, etc. Vous dites, ah bon, bah alors ça vous intéresse même plus, vous n'avez même plus envie d'y participer. Et donc, à partir du moment où il y a la prise de conscience et que les gens n'ont plus envie de participer à un tel système et que simultanément ils mettent en place des systèmes concurrents, des systèmes complémentaires, des systèmes différents, bah, le tour de magie il s'arrêtera tout seul avec le temps, petit à petit. Alors, on va prendre le temps de bien expliquer quand même ce tour de magie parce il est quand même important, hein. C'est un tour de magie très rentable, on va dire, pour certains en tout cas. Mais avant, voilà, je voulais revenir sur Aristote quelques instants parce que Aristote, je crois que c'est, alors je sais même plus c'est dans quel ouvrage. En tout cas, il parle de cette notion que la monnaie, le fait de garder de la monnaie, d'accumuler de la monnaie, c'est négatif et c'est quelque chose à proscrire selon lui. Ce qu'il appelle la crématistique, le fait de conserver de l'argent, de vivre pour l'argent, par l'argent. Il considère que c'est très mauvais, que c'est très néfaste, que c'est une mauvaise morale.
Pourtant, 2000 ans après, aujourd'hui, on est dans un monde où le seul but à terme, on va dire, qui est affirmé par la société, c'est accumuler le plus d'argent. Celui qui a le plus d'argent, c'est le meilleur. On fait des classements, des tops, les 10 plus grandes fortunes françaises, les 10 plus grandes fortunes mondiales, etc. etc. On voit bien que finalement, dans le système actuel, c'est précisément la crématistique négative, le fait d'amasser de l'argent qui est montré comme finalement le comportement le plus sain et le plus normal en société. Donc comment s'est créé ce décalage entre ce que nous disait Aristote il y a 2000 ans et le fait qu'aujourd'hui on est dans une société, on pourrait même dire, de vénération de l'argent, pour faire court? Bah, le décalage, il existe toujours. Il existe toujours. Il y a, au centre de la définition de la monnaie, il y a une contradiction fondamentale. Si c'est un moyen d'échange, il faut que ça circule. À ce moment-là, il ne faut pas en garder pour soi, il ne faut pas l'accumuler. Si c'est un moyen de stocker de la valeur, à ce moment-là, il faut le garder pour soi, mais ça ne peut plus circuler. Bon, donc c'est absolument incompatible. Le père Aristote a raison. Les deux fonctions qui sont encore enseignées dans toutes les écoles d'économie, à savoir la monnaie en tant qu'outil de mesure et outil de stockage de valeur et outil d'échange et stockage de valeur, je suis désolé, mais c'est incompatible. Voilà. Donc on a un problème à ce niveau-là. Alors, à mon avis, j'ai fait des recherches très récemment là-dessus, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, et pas tout seul, avec beaucoup de gens, des ingénieurs, des mathématiciens, et il me semble, hein, bon là, ça, c'est vraiment une conjecture, mais il nous semble que, il y a un principe en physique qui est il y a une science qui est la thermodynamique. Et il y a un principe dans ce domaine qui est le second principe de la thermodynamique, qui dit que tout système clos a tendance à augmenter son entropie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe quel système, il a tendance à s'abîmer dans le temps, à pourrir. Si vous laissez... Voilà, je vais vous expliquer ce que c'est que l'entropie. Si vous prenez un morceau de terre, dans un champ. Vous prenez un morceau de terre et puis vous le pressez entre vos mains, vous faites une boule et puis vous sculptez, je ne sais pas, un visage par exemple, dans cette petite boule de terre. Et puis vous le faites sécher. Vous avez fait une sculpture. Avec cette masse de terre qui n'était pas très organisée, qui était organisée à sa façon, vous avez créé quelque chose de tout à fait différent. Vous avez ordonné les éléments de cette poignée de terre, et c'est devenu une sculpture. Vous avez créé de l'ordre. C'est-à-dire, vous avez pris quelque chose qui était dans un état de désordre, dans un état d'entropie, dans un état, je dirais, bordélique, enfin, ou je veux dire, très pas ordonné du tout, voilà, avec des petits cailloux, avec plein de morceaux, du sable, etc., tout mélangé en vrac, et vous en avez fait quelque chose. Vous avez ordonné quelque chose. Donc, vous avez lutté contre l'entropie. Inversement, si vous laissez votre sculpture dehors pendant 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, la pluie, le vent, etc., tout ça va faire revenir votre sculpture à l'état de motte de terre. Et là, c'est votre système, vous l'avez abandonné, vous ne le travaillez plus, il retourne à l'entropie. Alors le deuxième principe de la thermodynamique, il nous dit ça. Il nous dit que tout ce qui existe revient finalement, au bout du compte, devient de plus en plus anthropique, c'est-à-dire revient au désordre initial. Finalement, ça veut dire que tout finit par pourrir et par mourir, y compris nous. Bon. Alors ça, c'est un principe contre lequel il est difficile de lutter, sauf si on a un moyen d'absorber de l'ordre, par exemple de la lumière du soleil, et de convertir cela en lutte contre l'entropie, c'est-à-dire en quelque chose de vivant. Nous sommes des choses très organisées, nous sommes des objets très organisés. Et notre but dans la vie, c'est de manger des choses organisées pour les réduire en choses désorganisées, quand on les élimine, mais avec cette consommation de choses organisées, ça nous permet de rester en vie et donc de créer nous-mêmes des choses organisées, de créer de la vie, d'organiser les choses, de faire de la beauté, de faire de la richesse, de faire de la production, de faire de l'échange, de créer de l'amour finalement, des choses positives. Et donc ça c'est un principe universel. Or, je pense que ce principe universel-là, il fait très peur.
Il fait très peur parce que ça veut dire que dès qu'on arrête de toucher à quelque chose, ça meurt, ça pourrit. Et c'est vrai, on le constate pour tout, on le constate pour nous bien entendu, mais on le constate pour toutes les valeurs. Vous laissez une Rolls-Royce pendant 20 ans dehors, elle va s'abîmer, elle va pourrir. Vous laissez, même au niveau d'un rocher, il est en train de s'abîmer sous nos yeux, il ne sera pas le même dans 1 million d'années. Donc je crois que ce qu'on appelle la monnaie, et cette volonté d'accumulation de la monnaie, pour revenir à notre sujet, c'est une façon qu'on a trouvée en tant qu'humain de lutter contre ça, contre cette peur très profonde là. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on a toujours cherché en tant qu'humain à accumuler des choses qui ne pourrissent pas, ou en tout cas qui ont l'air de ne pas pourrir à l'échelle de notre vie. Et évidemment, le meilleur truc qu'on a trouvé sur Terre qui se rapproche de ça, c'est l'or. C'est l'or, parce que l'or, on peut le laisser même enterré dans un trou, dans un jardin, pendant 50 ans. Vous revenez 50 ans après, il est là, il n'a pas bougé, il est toujours pareil. Et donc, à l'échelle d'une vie, probablement que l'or, à l'échelle de l'univers, forcément, se pourrit aussi, s'abîme aussi. Il n'échappe pas au deuxième principe de la thermodynamique qui veut que tout pourrisse, que tout s'abîme. Même nous, à l'échelle de notre vie, ça ne se voit pas, on ne le voit pas. Donc, on se dit, on peut en garder, et ça, au moins, ça ne bougera pas, ça sera toujours là. Et la monnaie, c'est encore mieux que ça. Je dirais c'est encore pire et mieux que ça. Parce que la monnaie, telle qu'on l'a créée maintenant, telle qu'on l'a sur nos comptes en banque, c'est le symbole de toute richesse possible. C'est-à-dire quand on a des chiffres sur nos comptes en banque, ça veut dire que dans le futur, ou tout de suite, ou à n'importe quel moment de notre vie, on pourra acquérir quelque chose. Or, et donc, on a bizarrement essayé de faire de ces chiffres sur nos comptes en banque quelque chose d'éternel. Et non seulement quelque chose d'éternel, mais comme c'est représentatif de toute valeur, c'est extrêmement attirant. Donc, cette monnaie-là, ces chiffres-là que nous avons, tout le monde en veut, tout le monde en a besoin, parce que ça représente la lutte contre la mort, ça représente la vie, ça représente tout ce qu'on va pouvoir acheter de bien, de mieux, quand on veut. Même on peut en laisser à nos enfants, ils l'auront pour toutes les générations. Et donc, ça a tellement d'attrait que quand on s'en sépare, contrairement à se séparer d'un vélo, on va pas demander 2 vélos quand celui à qui on a prêté son vélo va vous le rendre. Si on prête 1 mètre cube de terre à quelqu'un, on ne va pas lui demander 2 mètres cubes de terre quand il va nous les rendre. Par contre, l'argent, ça a tellement d'attrait qu'on va demander aux gens de nous en rendre un petit peu plus, si on leur prête. Parce qu'on a l'impression que quand on ne l'a plus, on perd la vie. On perd cette possibilité de vie qu'on a. Et donc, c'est là où on se dit, si je te prête tout ce que j'ai, toute la possibilité de ce que j'ai de vivre, il va falloir que tu m'en rendes un petit peu plus, parce que ça va vraiment m'embêter de ne pas l'avoir tout le temps là, sous mes yeux. C'est la cassette d'Harpagon, un petit peu. Si je te prête ma cassette, attention, ça a tellement de valeur qu'il va falloir que tu payes, au-delà du service que je te fais en le prêtant. Et là, c'est la naissance de l'intérêt. Et l'intérêt, je suis désolé, mais moi, il me semble bien qu'il est complètement contraire au second principe de la thermodynamique, c'est-à-dire il est absolument contraire à l'universalité du pourrissement des choses, à l'universalité du fait que les choses, si on ne s'en occupe pas, elles perdent de la valeur. Et donc c'est cette illusion qu'avec la monnaie, on peut la mettre quelque part et qu'elle va faire des petits toute seule. Et quand je dis la mettre quelque part, ça veut dire forcément que quelqu'un d'autre s'en serve, parce que moi je ne l'ai plus et que l'autre s'en sert. On n'est pas dans la création monétaire, là, on est dans la transmission de quelque chose qu'on a acquis, quelque chose qu'on a en réserve. Comme de l'or, comme du terrain, comme une maison, comme du grain, pareil. Donc si on donne ça à quelqu'un d'autre, le préjudice qu'on subit est tellement fort qu'on lui demande de payer. Et donc ça fait que la monnaie, elle fait des petits toute seule. Elle grossit toute seule. Et ça, forcément, comme c'est complètement incompatible avec la réalité, puisque tout le reste, il faut travailler pour que ça prenne de la valeur, tout le reste, si on ne s'en occupe pas, ça perd de la valeur. Donc ça veut dire que si on prête ce bien-là, cette notion-là à quelqu'un et qu'on lui demande de nous en rendre plus, va falloir qu'il bosse pour nous.
C'est la naissance de l'esclavage par la dette. Oui, c'est pour faire une métaphore, vous allez me dire ce que vous en pensez, Gérard Fouché. On pourrait dire, quelqu'un prête une pomme, monsieur A prête une pomme à monsieur B, et lui, attention, je t'ai prêté une pomme, donc il faudra que tu me rendes 2 pommes après. Donc monsieur B mange la pomme, et il se retrouve à devoir 2 pommes à monsieur A, donc il est obligé, enfin, la pomme ne fait pas d'enfant toute seule. C'est cette personne qui est obligée de travailler pour retrouver 2 pommes par la suite. Donc c'est cette notion de l'argent qui ne dort jamais, l'argent qui fait des enfants tout seul. Non, il y a quelqu'un qui va suer, quelqu'un qui va travailler pour amener cet argent. Il vient pas non plus de nulle part. Évidemment, l'argent, oui, oui, tout à fait. L'argent, c'est juste le symbole de l'activité réelle, de la richesse réelle. Donc, si on veut plus d'argent sous prétexte qu'on s'en est séparé pendant un certain temps au profit de quelqu'un d'autre, forcément, il va falloir que cet argent grossisse. Or, l'argent étant le symbole d'une production réelle, il va falloir qu'il y ait une production réelle derrière. Oui, 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 tout à fait. Et là, en plus, vous l'avez dit, on n'est pas, avec cet exemple que vous venez de donner des pièces d'or, on n'est pas du tout encore pour l'instant dans la création monétaire. Là, dans l'exemple que vous venez de donner, à aucun moment il y a un acteur qui peut créer des pièces d'or pour les remettre dans la machine, hein. On est simplement dans le transfert. C'est important de préciser ça parce qu'on va expliquer ensuite ce qui se passe aujourd'hui. Quand un État emprunte, quand une personne emprunte, qu'est-ce qui se passe exactement? On va en parler juste après. Juste pour revenir sur la notion d'usure, de taux d'intérêt, cette notion est interdite par les 3 grandes religions, à ma connaissance, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, hein, qui le condamne encore plus fermement. L'islam, c'est sans doute la religion qui est la plus dure avec la notion d'usure. Je me souviens de la phrase de l'Ancien Testament qui interdit l'usure. Il me semble que c'est ne prête jamais à intérêt à ton frère ou à l'indigent qui est chez toi. Donc cette phrase veut dire ce qu'elle veut dire. Voilà, si c'est censé être la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu condamne le taux à intérêt, qu'on ne prête pas avec intérêt à son frère ou à l'indigent qui est chez soi. Je trouve la formule est très jolie. Donc malgré cette interdiction religieuse des 3 grandes religions, le taux d'intérêt existe toujours, quasiment dans toutes les sociétés de la planète, et c'est devenu même, on pourrait dire, le moteur de l'économie financiarisée, de l'économie spéculative. Donc, comment vous expliquez que d'un côté, Aristote, les 3 grandes religions, les grands anciens, les grands penseurs nous disent c'est pas bien, il faut pas y toucher parce que c'est négatif, alors pour différentes raisons, hein. L'islam va dire que c'est de l'oisiveté de prêter de l'argent et d'en attendre un effet, un retour. D'autres vont dire que c'est carrément malsain, d'autres vont dire que ça pourrit les relations entre les gens. Bon, pour toute une série d'arguments, on interdit dans les grandes religions le taux d'intérêt. Pourtant, aujourd'hui, en 2013, l'intérêt est le cœur de l'économie, c'est le fer de lance de la croissance, de tout ce qu'on veut. Donc, comment vous expliquez ça, le fait que nos grands anciens avaient très bien compris que c'était dangereux de faire de l'intérêt, que c'était pas bien, que c'était négatif, que c'était même malsain. Pourtant, aujourd'hui, 2000 ans après, on est en plein dedans et on vit dans un monde usuraire, on peut le dire. C'est très intéressant ce que vous dites là, parce que les recherches justement historiques et anthropologiques semblent prouver que les grandes religions sont apparues à la même époque, en moins 600, moins 700, à la même époque que l'apparition de la monnaie. À la même époque que la monnaie. Et donc c'est à la fois curieux, mais en même temps tout à fait logique. Il semblerait que l'apparition de la monnaie en tant qu'outil de domination, en tant qu'outil d'exploitation de l'homme par l'homme, soit donc apparue à l'époque des grands États en moins 600, moins 700, et simultanément donc dans les mêmes pays dont on parlait tout à l'heure, en Chine, en Inde et dans le bassin méditerranéen, sont apparues les grandes religions en Chine, en Inde et dans le bassin méditerranéen. Le christianisme, l'hindouisme, etc. Et donc il semblerait que ces grandes religions soient apparues en opposition justement à l'immoralité de cette domination violente par la monnaie et par l'usure, en réaction à ça, et que donc ces grandes religions aient représenté, créé et incarné le côté moral par rapport au côté immoral. Et donc pour répondre à votre question, comment ça se fait que nous en sommes là, c'est peut-être parce qu'il y a eu un mécanisme d'usurpation, enfin d'accaparement de la morale par
à la fois les grandes religions et à la fois les États. Et donc les États ont très vite compris que un des trucs pour vraiment dominer les populations, c'était en même temps de faire passer l'immoralité pour morale. Il était indispensable de s'attacher la moralité de l'idéologie religieuse pour justifier la prédation. Et donc je pense qu'il y a bon, peut-être moins maintenant, mais il y a toujours, si on y réfléchit, on remarque que les pays qui sont les plus en guerre actuellement, je sais pas, je dirais les États-Unis, certains pays de l'islam, ce sont peut-être des pays où justement l'usage de la force est justifié par une fonction morale, par une fonction presque religieuse. Alors pour parler de la finance islamique, bon effectivement, et de l'interdiction de l'usure par les grandes religions, il y a quand même des oppositions fondamentales justement entre en particulier l'islam et le système usuraire actuel. Et bon, je ne pense pas que c'est tout à fait étranger à ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement. Je pense qu'il y a des intérêts colossaux, bon évidemment au niveau stratégique, au niveau de la géopolitique, etc., mais également au niveau monétaire. Oui, notamment avec l'Iran qui est en ligne de mire depuis longtemps de ces conflits-là Ouais. et dont on sait qu'ils sont assez en avance sur l'idée de finance islamique, même si la finance islamique, par une forme de casuistique, réussit à utiliser quand même les taux d'intérêt en appelant pas ça intérêt, mais en appelant ça autrement, en faisant des espèces d'arrangements, on va dire. Donc la finance islamique, elle aussi a tout de même, enfin vous me corrigez si je me trompe, mais j'ai pas connaissance d'un système financier qui ne passe en aucune façon par l'usure ou par les taux d'intérêt, puisque même la finance islamique, je le disais, voilà, on s'arrange un petit peu avec le texte. Bah, c'est impossible de survivre dans un système où il y a un intérêt sans faire de l'intérêt. Bien sûr, Donc, surtout un système d'intérêt aussi mondialisé. Oui. Donc, bon, donc, par définition, à part faire des systèmes locaux, comme des systèmes d'échange locaux, etc., où là, on travaille tout à fait différemment, au niveau global, au niveau d'un pays, non, c'est quasiment impossible. Oui, finalement, la famille est peut-être le seul échelon où il n'y a pas encore d'usure. Ça peut arriver dans certaines familles, je pense, mais la plupart du temps, quand on se prête de l'argent en famille, on ne demande pas d'intérêt, on ne demande pas de rendement à 5%, quoi. Bah, vous parliez de la notion de lien et de destruction du lien par la monnaie tout à l'heure. Effectivement, c'est très très intéressant cette recherche-là. J'y également, j'en parle et j'y ai beaucoup réfléchi. Et on s'aperçoit que avec un système où la monnaie est quelque chose de rare, toujours à cause du principe de l'intérêt, hein, parce que, bon, on le verra tout à l'heure si on peut, étant donné que la monnaie est créée par de la dette, il y a toujours de la dette à payer à chaque fois qu'on crée de la monnaie, donc il y a toujours plus de dette que de monnaie, donc il n'y a jamais assez de monnaie. Bon. Donc ça crée un déséquilibre vraiment intrinsèque dans la production de monnaie, ce qui fait qu'il n'y en a jamais assez. Donc ce qui fait que même en famille, quand on parle d'argent, ça rigole plus. Il y a plein d'expressions qui résument ça. Je vais te régler ton compte, on va régler nos comptes, comme ça au moins on n'en parlera plus, etc. Alors que les systèmes de crédit mutuel, de dons mutuels, même décalés dans le temps, sont tout à fait à l'opposé de ça et permettent au contraire de renforcer les liens. C'est bien évident que quand vous allez chez quelqu'un et que vous amenez un bouquet de fleurs, cette personne-là, tôt ou tard, va venir chez vous avec quelque chose dans son sac pour vous le donner. Et donc ça fait finalement des obligations réciproques, des liens communs quand il n'y a pas de monnaie. Par contre, le principe de mesurer au centime près exactement tous nos échanges, ça crée un anonymat qui crée une absence de relation totale. Une fois qu'on a payé un commerçant, une fois qu'on a payé son babysitter, on ne se doit plus rien. Et donc la relation n'a aucun sens. La relation peut avoir un sens si on y ajoute quelque chose parallèlement, mais la relation, en tout cas d'échange, est détruite entièrement par le fait qu'on l'ait mesuré exactement. Et c'est ce qu'on constate dans l'histoire et dans l'anthropologie, c'est que souvent la notion de crédit mutuel, elle est très souple, c'est-à-dire qu'on ne donne, on ne prête et on ne donne et on ne rend jamais tout à fait exactement la même valeur. Parce que justement, inconsciemment, on sait bien que si on rendait exactement pile poil la même chose, ça casserait le lien. Si vous allez demander une douzaine d'œufs à votre voisin, vous n'allez pas lui rendre une douzaine d'œufs. Ça veut dire, bon, bah c'est fini, j'ai besoin de toi, on n'a pas besoin de se revoir. Vous allez lui donner, je sais pas, un bouquet de fleurs ou un kilo de sucre. Et donc, ce petit déséquilibre-là, lui, il est créateur de liens, il est créateur de
d'amitié finalement. On n'a pas besoin de s'aimer ou d'être copains, mais ça crée une obligation de se revoir. Et donc ça crée un futur de l'échange. Alors que l'échange monétaire, pas du tout. Au contraire, il crée la fin de l'échange. Et donc c'est important à souligner ça, parce que dans le futur, évidemment, on va, je pense, bon, peut-être sur plusieurs générations, hein, c'est pas grave à l'échelle de la Terre, de l'humanité, mais on va vers un système où on n'aura peut-être plus besoin de mesurer nos échanges, et peut-être qu'on reposera sur un système de dons mutuels, et puis comme, comme disait ma maman, si tout le monde faisait pareil, hein, réfléchis un peu, qu'est-ce que ça ferait? Bah là, dans ce cas-là, ça serait vachement bien. Oui, c'est vrai qu'on peut imaginer un monde où finalement la question de ce que je te dois, ce que tu me dois ne se pose même plus, et où simplement la collectivité produit des choses qui sont disponibles pour tout le monde, et où il n'y a même plus la question de vol, tu vois, de prêt à intérêt, etc. Où comment dire, on pourrait peut-être un jour en arriver effectivement à une société où les gens ne se posent même plus la question. Et je pense que c'est ce jour-là où on aura vraiment dépassé les questions monétaires, c'est quand ça paraîtra absurde de se dire, vous vous rendez compte qu'en l'an 2000, il se faisait des prêts avec un intérêt, et il fallait rendre plus que ce qu'on vous avait prêté. Et les gens diront, mais c'est incroyable, c'est pas possible. Et, ce jour-là, on sera effectivement sorti du problème, je pense, mais on n'y est pas encore. Non, mais on y va, je pense qu'on y va. Il y a plein d'étapes intermédiaires, hein, ça ne sera pas facile, on est en crise de croissance, mais je pense que c'est dans cette direction-là qu'on va, je pense. Bien, la croissance et les éléments positifs, les étapes positives vers ça, comme le revenu de base par exemple, on va en parler longuement aujourd'hui, tout cet après-midi. Je rappelle que je suis avec Gérard Fouché, comédien, metteur en scène, passionné d'économie, on peut le dire comme ça. Ouais, passionné d'humain surtout, et d'évolution. Passionné d'humain et d'évolution. Bien, on va parler de tout cela aujourd'hui. Une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec Gérard Fouché pour la suite de l'émission, la revue de presse économique du mercredi. Signs got out of sight, I shuddered into words. It's colder than I thought, but I will carry on. Even if I shared your value, I wouldn't kneel at your shrine. By the end of the day, I could be I stood on the sun, I slept on the curb over secrets I thought I would never stand. This rhythm of silence from the bottom of your lungs, but I'm still here and years have passed. It moves all around and what lies behind. I have seen you disappear, I have seen you disappear, I've seen you disappear, I almost disappeared. So what's left to say? I guess I don't look good there.
I could be wrong. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM sur internet, ici et maintenant.com. Avec Gérard Fouché, aujourd'hui, nous parlons de monnaie, d'économie, d'humain, de vie, tout simplement. Ouais. On peut le résumer comme ça. Alors, Gérard, est-ce que tu pourrais rapprocher un tout petit peu le micro? Voilà, c'est parfait. Donc, on était sur le point d'entamer une discussion fondamentale sur l'avenir, on va dire. On a parlé maintenant, on a parlé un petit peu du passé dans cette première partie, de l'histoire, des grandes religions, du rapport des religions avec le taux d'intérêt, avec l'usure. Donc c'est un vaste sujet qu'on n'écoulera pas aujourd'hui, ça c'est certain. On a parlé d'Aristote un petit peu, des Grecs, de l'apparition de la monnaie, de ce mythe, je résume pour les auditeurs qui nous rejoindraient à l'instant. On a parlé de ce mythe du troc qui aurait été, comment dire, la première façon de commercer avec les gens. Donc cette idée que finalement celui qui avait des tomates donnait 2 tomates contre un poulet, etc. On a bien vu que cette idée-là était fausse et que c'était pas exactement comme ça que ça se passait, que c'était plus sur ce que vous appelez, Gérard Fouché, le crédit mutuel. Le fait que la dette, c'est quelque chose dans une communauté qui est relativement naturelle, duquel on ne parle même pas, en fait, dans une communauté vraiment soudée. Et ensuite, de l'apparition de la monnaie pour un but militaire, pour un but de conquête, de pouvoir, moi j'irais même jusqu'à dire d'esclavagisme, puisque finalement c'est un petit peu cette notion-là qu'on retrouve, même quand l'esclavagisme réel a été aboli, il s'est très vite transféré vers la monnaie. Et d'ailleurs, dans un des mini-shows, vous avez une phrase aussi qui m'a beaucoup fait rire, vous dites, en parlant de l'abolition de la dette, vous dites à l'époque où il y avait des esclaves, quand on a parlé d'abolir l'esclavage, eh bien ceux qui avaient des cannes à sucre, des champs de canne à sucre, on s'est dit, mais attendez, si on abolit l'esclavage, ces gens qui ont des cannes à sucre, comment ils vont s'en sortir? Aujourd'hui, ils ne payent pas leurs esclaves. Demain, s'ils doivent payer, ils vont être ruinés. Et vous dites, bah, on s'en fout. On s'en fout, en fait, de savoir les esclavagistes qui va leur arriver. Voilà, bah, on pourrait dire c'est des salauds, donc on s'en fout de ce qui leur arrive. Finalement, voilà, ils se débrouilleront autrement, c'est pas grave, tant pis pour eux. Donc on pourrait tout à fait se dire la même chose aujourd'hui. Si on arrête de payer nos dettes publiques, si on arrête de rembourser les banques, qu'est-ce qui va se passer pour ces banques? Ces pauvres banquiers vont ne plus rien avoir. Ben, on s'en fout finalement de ce qui leur arrivera à ces banquiers. C'est le peuple qui est important, pas une petite catégorie de 1% de la population qui tire un intérêt de tout cela. Donc j'imagine que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, puisque c'est plus ou moins une phrase que vous avez vous-même prononcée. Tout à fait, et je dirais même plus. Je dirais même que, bon, c'est vrai qu'il y a eu, depuis l'histoire de l'homme, il y a eu des humains qui ont voulu contrôler les autres et les exploiter à leur profit. Bon, ça c'est un phénomène, je dirais, naturel pour certains, pas du tout naturel pour d'autres, on n'y pense même pas dans la plupart des cas, mais bon, il semblerait qu'il y a 1%, ou peut-être un petit peu plus, ça dépend des époques, mais qu'il y a 1% de la population qui fonctionne comme ça, voilà. Donc je pense que à l'époque des cavernes, il y a probablement un gros gars costaud qui est arrivé un jour auprès d'une famille de chasseurs et avec une massue et qui a dit donne-moi un bout de ton gibier, sinon je te casse la tête. Voilà, c'était probablement le premier politicien. Mais bon, ensuite il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'esclavage pur avec le fouet. Avec des esclaves qu'on oblige. Bon, en général, ce sont toujours des populations conquises, donc si on les tue, ils ont alors que si on les laisse en vie,
On peut les tuer, mais si on les laisse en vie, on peut quand même exiger d'eux qu'ils travaillent gratuitement pour nous. C'est quand même normal, on leur laisse la vie. Donc déjà, ils ont une dette immense, impossible à mesurer envers nous. Et puis certains disaient même, bah, ces esclaves, je les nourris, je les loge, je m'occupe d'eux, donc ils me doivent quelque chose, ils me doivent du travail. Voilà, ils me doivent tout leur temps de vie. Et puis après, il y a eu la féodalité, les serfs. Alors là, on disait aux gens, bon, bah, t'as pas de chance, t'es né sur ma terre, donc c'est dommage, tu m'appartiens aussi, quoi. Donc bah, tu vas bosser, tu vas produire des tas de trucs, et puis je vais t'en prendre, je sais plus combien, 10%, la moitié. Et tes enfin, peu enfants importe. m'appartiendront aussi. Et tes enfants m'appartiendront aussi parce que tu appartiens à la terre et la terre m'appartient. Voilà, t'as pas de bol, t'es né là, donc c'est le contrat social, c'est comme ça. T'as pas signé, mais bon, tu t'étais pas au courant, mais bon, c'est comme ça. Et puis maintenant, bah, il y a le nouveau type de contrat social. Quand on est dans un pays, on fait partie de ce pays, et donc on est obligé de se soumettre au système monétaire et au système politique qui est en place à la naissance. Donc c'est pareil, il y a toujours un système de domination. Mais ça se voit de moins en moins. Une massue dans un mec tout seul dans une caverne, ça se voit beaucoup. Un fouet pour 1000 esclaves, ça se voit un petit peu moins. Le serf qui appartient à la terre, ça se voit quasiment pas vu de l'extérieur. Et quelqu'un qui achète de l'essence à une pompe à essence et qui se fait exploiter, ça se voit quasiment pas du tout, y compris pour l'exploiter lui-même. Et donc l'histoire un petit peu, c'est ça, c'est pour le 1% qui préfère dominer et exploiter que travailler lui-même, c'est d'essayer de raffiner, de rendre de plus en plus subtils et invisibles les systèmes qui font qu'il est possible d'exploiter les gens. Alors, au niveau de l'évolution de tout ça, voilà ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que les esclaves, entre guillemets, ou les populations dominées au temps de la féodalité, ou les gens exploités en ce moment au niveau de l'intérêt sur la monnaie, à chaque fois que ces gens-là se rendent compte qu'il y a un tour et qu'ils se font berner, et qu'en fait, sans s'en apercevoir, jusqu'à maintenant, ils travaillaient à l'œil pour quelqu'un qui avait compris quelque chose que lui n'avait pas compris. Et que ces personnes-là se rendent compte du tour. À ce moment-là, le tour ne devient plus possible, puisqu'on ne peut pas exploiter quelqu'un si la personne a remarqué que ça passait par une massue ou par un fouet et qu'elle arrive à se défendre et à créer des systèmes différents. À partir de là, la liberté explose. Et ce qu'on constate, c'est que quand je disais dans mon mini-show qu'est-ce qui va se passer avec les gars qui ont des cannes à sucre, bah, des plantations de cannes à sucre, à la limite on s'en fout. Qu'est-ce qui va se passer avec les banquiers, à la limite on s'en fout. Et j'ajouterais que le fait que les populations se libèrent de cette exploitation, de ce système-là, c'est immensément libérateur et créateur d'innovation. Et que cette innovation-là, en conséquence, elle est immensément créatrice de richesse. Et je pense que le fait que des populations dont la culture reposait sur l'esclavage, par exemple, ou sur la servitude féodale, soient restées longtemps stagnantes et n'aient pas connu les révolutions industrielles, par exemple, que nous avons connues si rapidement dans ces dernières décennies, pardon, eh bien c'est le fait qu'il y avait cet étouffement de la liberté qui les a empêchés d'évoluer. Et à partir du moment où l'esclave a été aboli aux États-Unis, par exemple, ça a obligé tout le monde à trouver des solutions pour remplacer justement l'esclavage qui était tellement pratique, mais qui bloquait la situation. Et si on se retrouve aujourd'hui avec des moissonneuses-batteuses, avec un gars tout seul qui conduit et qui fait 10 hectares en une heure, effectivement, ça n'était pas possible d'avoir envie de créer ces technologies-là s'il y avait des esclaves pour faire le boulot gratuitement. Évidemment. Et donc on a toujours tendance à chercher mieux, à chercher plus rentable, plus efficace, plus rapide, moins fatigant. Et ça s'appelle les gains de productivité. Et donc les gains de productivité, je pense, sont démultipliés par la prise de conscience des outils d'exploitation et donc par la liberté qui s'ensuit. Et c'est pour ça que je suis très optimiste pour la suite de l'évolution. C'est parce que plus on se rend compte que le système monétaire est un système d'exploitation, plus ça va libérer de l'innovation et de la créativité, dans l'ensemble des individus, et plus le progrès sera immense.
Et ça me fait penser à un autre travail de David Graeber dont on a parlé la semaine dernière au sujet du revenu de base, c'est le sujet des bullshit jobs, Ouais. de ces métiers qui ne servent à rien et qui même parfois, pire, non seulement ils ne servent à rien, mais en plus ils sont nuisibles. On peut penser par exemple, bah, c'est l'exemple qui vient spontanément, mais les télémarketeurs, qui sont souvent des jeunes peu qualifiés, qui cherchent un travail à tout prix pour pouvoir vivre et qui sont obligés de se retrouver dans ces boîtes où ils sont oppressés par un chef qui leur dit garde le sourire, il faut appeler des vieilles dames pour leur vendre je ne sais pas quel aspirateur nouvelle génération ou je ne sais quoi. Ces métiers-là, on les fait parce qu'il faut gagner de l'argent, pourtant ils sont évidemment nuisibles et on le voit bien hein, quand on parle avec des gens qui travaillent dans ces milieux-là, ils ne sont pas heureux. C'est très très difficile d'être heureux dans un métier comme ça où l'on a tout à fait conscience que ce que l'on fait est nuisible et négatif pour la société. C'est une fois qu'on se sera débarrassé, on avance peut-être un peu vite, mais on va avoir le temps d'en parler. Mais si on se débarrasse effectivement de la contrainte économique, de cet esclavagisme de la monnaie, ben, ces métiers-là disparaîtront d'eux-mêmes et on devra trouver effectivement autre chose pour les remplacer, peut-être quelque chose de plus productif, de plus intéressant, de plus épanouissant pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Donc cet exemple, il est très très bien choisi parce que il faut faire attention à ne pas se battre sur des conséquences. C'est important de remonter le plus possible la chaîne de causalité et de voir d'où ça vient. Et là, je pense que dans ce cas précis, à la fois l'existence d'une entreprise de télémarketing et le fait que des jeunes soient obligés de se soumettre à ça pour avoir de la monnaie, les deux sont des conséquences du système monétaire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de forcer des gens à acheter et d'appeler des personnes âgées pour leur proposer des voyages ou des choses dont ils n'ont pas besoin? Parce que une entreprise a besoin de monnaie et que donc il va là où il y a de la monnaie. Il va chercher au maximum là où il y a de la monnaie. Il va chercher à monétiser des choses qui ont été à certaines époques le fait de la famille, le fait des amis, le fait de choses gratuites. Pourquoi on irait vendre des services d'aide à la personne âgée autrement que par besoin de monnaie? Alors que s'il n'y avait pas ce besoin de monnaie, qui est rendu obligatoire par le fait que la monnaie, il n'y en a jamais assez à cause du système de création par la dette, pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer des services comme ça, alors qu'en l'absence de monnaie, c'est pris en charge tout naturellement par la famille et par les amis? Donc effectivement, les bullshit jobs, les jobs inutiles, ils procèdent de la même causalité, de la même conséquence. Les jeunes qui ne peuvent pas accéder à la monnaie, c'est-à-dire qui ne peuvent pas accéder aux simples ressources pour s'alimenter et se loger, vraiment les ressources de base, eh ben, ils sont obligés de se soumettre à ceux qui en ont, ou qui savent aller la chercher là où il y en a, en monétisant des services qui, en l'absence de monnaie, pourraient être faits gratuitement et créer du lien familial ou social. Donc ce sont des conséquences, encore une fois, de ce système qui fonctionne mal, qui périclite et qui arrive à son terme. Ça devient de plus en plus difficile d'alimenter un système exponentiel avec une réalité qui n'est que linéaire au mieux. Alors précisément sur la question de la rareté de la monnaie, est-ce qu'on peut essayer d'expliquer le système actuel de création monétaire, de prêts aux banques privées, de taux d'intérêt qui en découlent, et expliquer pourquoi ce système n'est pas fluide et pourquoi finalement il est bloqué à certains endroits et pourquoi la monnaie ne circule pas comme elle le devrait. Est-ce qu'on peut essayer de faire ce panorama-là, prendre le temps vraiment d'expliquer la situation actuelle de création monétaire et de circulation de la monnaie? Alors c'est très simple. Là, en l'état actuel des choses, dans le système où nous sommes, en France, et c'est vrai dans la plupart des pays du monde, pour qu'il y ait de la monnaie dans l'économie, il faut que quelqu'un l'emprunte. Si on pose la question, moi je la pose, c'est comme ça que je commence les conférences que je fais, quand on pose la question à des gens, à votre avis, qui émet et qui distribue la monnaie? Et là, on parle de la monnaie que vous avez sur vos comptes en banque, c'est-à-dire les chiffres, l'argent que vous avez de côté, votre solde. Voilà, si vous avez un solde positif sur votre compte en banque, qui a créé ces chiffres-là? Alors les gens répondent en général, bah, c'est mon patron, puisqu'il m'a versé un salaire. Bon, d'accord, votre patron, il a eu ces chiffres sur son compte en banque, qui les a créés? Ah, bah, je sais pas. Bon, et on arrive assez rapidement à remonter à l'État ou à la Banque centrale. Or ça, dans l'état actuel des choses, c'est faux, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'État ni la Banque centrale qui crée les unités monétaires que nous avons sur les soldes de nos comptes bancaires. Ces unités monétaires-là, cet argent-là, ces euros-là, ils sont créés exclusivement
quand quelqu'un les emprunte. Alors il y a un mécanisme très simple qui est soutenu par le privilège exorbitant, comme disait Chirac à son époque, le privilège exorbitant que possède le secteur bancaire, qui est de créer des unités de monnaie ex nihilo. Ex nihilo, c'est du latin, ça veut dire à partir de rien. Nihil, le nihilisme, rien, ex nihilo. Par une simple opération comptable. Bon, ça, maintenant, ça y est, c'est répertorié, analysé, etc. Les comptables comprennent très rapidement. Quand quelqu'un vient emprunter de l'argent à la banque, il signe un papier qui s'appelle un accord de prêt, qui est également une reconnaissance de dette, c'est-à-dire si quelqu'un vient emprunter par exemple 100 000 euros pour, je ne sais pas, s'acheter une maison, faire construire ou acheter un studio dans une banque, cette personne amène ses revenus, ses fiches de paye, etc. et signe un accord de prêt, une reconnaissance de dette. Et ce papier-là, pour la banque, c'est un actif, c'est-à-dire que quand une personne s'engage à payer 100 000 euros sur 20 ans, plus 100 000 euros d'intérêt sur 20 ans, c'est ça, la dette double à peu près, évidemment, ça a de la valeur. Ça vaut au minimum 100 000 euros. C'est 20 ans de travail pour rembourser à la fois le capital et les intérêts. C'est 10 ans pour le capital et 10 ans pour les intérêts. 20 ans de travail, ça a de la valeur. Donc c'est un actif pour le système bancaire. Ce qui permet au secteur bancaire, ce qui permet à la banque de mettre sur son actif 100 000 euros, dans le cas d'un emprunt de 100 000 euros. Et par conséquent, par la magie et le privilège de la comptabilité en partie double, ça autorise le bilan bancaire, le secteur bancaire, la banque, à inscrire à son passif la même somme, 100 000 euros. Et donc le fait de créer de l'argent pour un emprunteur, c'est créer simultanément un débit et un crédit, une dette et un actif. Et donc le passif de la banque, les 100 000 euros qui sont en contrepartie de la reconnaissance de dette qui sera créé plus tard par l'emprunteur, ces 100 000 euros-là qui sont le passif de la banque deviennent l'actif de l'emprunteur. Ce qui fait que quelqu'un qui vient dans une banque et qui a 0 sur son compte en banque un lundi matin à 10 h, il repart à midi avec 100 000 euros sur son compte en banque. Et ces 100 000 euros-là, ils n'existaient pas avant. Et donc la personne qui va acheter sa maison ou faire construire, elle va dépenser ces 100 000 euros-là dans l'économie. Elle va acheter, je ne sais pas, du carrelage, payer son maçon, payer le vendeur de la maison, etc. Et donc ces 100 000 euros-là, c'est 100 000 euros qui n'existaient pas avant dans l'économie, c'est 100 000 euros de plus. Et donc forcément, ça fait des unités d'échange en plus pour tout le monde. Puisqu'une fois qu'ils vont être dépensés dans l'économie, bah, le maçon, il va aller chez Point P acheter des parpaings, ça va faire des sous chez Point P, le patron de chez Point P, il va payer des vacances à sa fille, ça va faire des sous à l'agence de voyage, etc., etc. Ça fait de la masse monétaire en plus. Seulement le problème, c'est que pour avoir ces 100 000 euros, il a fallu les emprunter et il va falloir payer des intérêts dessus. Donc, on peut très facilement imaginer, je ne sais pas, il y a un petit film sur Internet là qui vient de sortir qui s'appelle The Biggest Scam in the History of Mankind, je crois, la plus grande escroquerie de l'histoire de l'humanité. C'est sorti il y a quelques semaines. Et donc, il y a un passage qui est très, très, très clair. Il y a des briques vertes et des briques rouges. Et donc, pour avoir une brique verte à droite, c'est-à-dire de la monnaie nouvelle dans l'économie qui va générer des échanges qui ne pouvaient pas se faire auparavant, eh bien, il faut avoir une brique rouge de l'autre côté, en face. C'est le capital à rembourser. Mais il y a une deuxième brique rouge à mettre en face de la brique verte. C'est les intérêts à rembourser. Donc d'un côté, on a une brique rouge et de l'autre côté, on a une brique verte. Et de l'autre côté, en face, on a 2 briques rouges qu'il va falloir payer. Bon. La deuxième brique rouge en haut, pour la payer, comment on va faire? Eh bien, il faut que quelqu'un l'emprunte, forcément. Donc il va falloir que quelqu'un, à son tour, aille quémander au secteur bancaire pour créer une deuxième brique verte qui va à son tour créer 2 briques rouges au-dessus. Donc on se retrouve avec 2 briques rouges d'un côté et 4 briques... Pardon. On se retrouve avec 2 briques vertes d'un côté et 4 briques rouges de l'autre. Pour payer, etc., etc., etc. Donc au bout de 10 ans ou 80 ans, on se retrouve avec 1 kilomètre de briques vertes qui circulent dans l'économie, qui sont empilées, qui font 1 kilomètre de haut, et 2 kilomètres de haut de briques rouges qu'il va falloir rembourser.
Donc évidemment, on s'aperçoit que la dette, elle est impossible à rembourser, puisque si on vidait tous les comptes de tout le monde, on rembourserait que le capital et on rembourserait pas les intérêts. Donc il faut tout le temps qu'il y ait des nouveaux emprunteurs qui arrivent sur le marché. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nos politiciens trépignent et ont tellement peur de voir s'écrouler, c'est la croissance. S'il n'y a pas de croissance, on ne peut pas créer l'argent pour payer les intérêts. Donc il faut forcément qu'il y ait de la croissance. Et il faut même qu'il y ait une croissance exponentielle, qui soit au moins égale au taux d'intérêt. Donc ça, évidemment, ça devient difficile, étant donné que là, on a déjà tout monétisé, y compris la musique, les chansons, y compris les loisirs, y compris les services entre nous, y compris l'éducation des enfants, y compris... tout est monétisé. Donc c'est très difficile de trouver des nouveaux moyens d'augmenter la bulle de monnaie. Mais il y a même l'idée qu'un accident de voiture crée de la croissance, puisque ça fait venir des pompiers, ça fait venir les ambulanciers, ça met en place le système funéraire aussi, qui gagne un peu d'argent en vendant des cercueils, etc. Donc un accident de voiture, c'est bon pour la croissance. On en est à cette absurdité-là quand même. Mais une catastrophe, c'est génial. Il faut des catastrophes, tout le temps. On reconstruit. Et voilà. Si on détruit de la richesse et qu'on la reconstruit, c'est un peu comme si on emploie des gens à creuser des trous et à les reboucher. C'est génial, c'est indispensable. C'est pour ça que la stratégie d'une guerre, c'est un moyen génial quand on a mis en place un système comme ça qui se casse la figure et qu'on veut le sauver. C'est parfait. Parce que ça détruit plein de trucs, en même temps ça donne beaucoup de soucis aux gens qui oublient un petit peu d'où viennent les soucis. Et donc c'est terrible à dire, mais effectivement les catastrophes sont un moyen de perpétuer un système comme ça, oui bien sûr. Mais sur une guerre, il y a un double avantage, entre guillemets. C'est celui d'abord de faire marcher le secteur militaro-industriel. On construit des tanks, on construit des avions, on construit des missiles qui valent très cher, on équipe des soldats, etc. Et ensuite, une fois qu'on a tout cassé, il faut tout reconstruire. Donc il y a le double effet qui se coule, en l'occurrence. Et ça repart. Ça repart pour des dizaines d'années, oui, bien sûr. Donc plutôt que de relancer l'économie par la guerre, à votre avis, comment faudrait-il faire pour que justement on ne soit pas dans cette situation où la monnaie créée par le crédit crée en face le double en briques rouges qu'il va falloir rembourser, et donc une sorte de spirale éternelle et infernale comme ça? Effectivement, il y a deux problèmes à résoudre simultanément. Il y a le problème de la dette, parce que le problème de la dette, c'est pas simple. Parce que y a beaucoup d'épargnants aussi. Et le fait que ce système-là soit en place, ça fait que si on a accumulé un petit peu de monnaie, on se rend compte que, puisque le système est comme ça, on est nous-mêmes en droit de demander un petit peu d'intérêt, de demander un petit peu que nos économies fassent des petits. Et donc finalement, si on annule la dette, tout le monde y perd. Pas seulement le système bancaire, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui s'évapore et il y a des économies qui s'évaporent entières. Donc c'est très délicat, on peut même pas envisager de faire ça sous forme d'une crise ou sous forme d'un basculement total. Donc il faut essayer de chercher une solution qui soit à la fois progressive et qui, si possible, en même temps, remette en cause et permette de transformer, de réformer ce système d'intérêt permanent et de création monétaire par la dette. Donc à ce niveau-là, moi j'ai écrit un petit rapport là au mois de juin qui s'appelle le Manifeste des économistes déterrés, qui a été pas mal lu, on en est à 10 000 lecteurs. Où j'analyse, c'est un travail de recherche et de compilation, où j'analyse justement parce que ça date pas d'hier, la crise de 29, les années 30, 1933, l'arrivée d'Hitler, 1939, la guerre, ça date pas d'hier. On voit un petit peu dans les directions dans lesquelles on peut aller si on n'essaye pas de se souvenir de ce qui s'est passé auparavant. Et donc dans les années 30, il y a eu plein d'économistes qui se sont dit, qui ont fait la même analyse que celle que je fais dans mon livre Les secrets de la monnaie, et qui ont dit, ça marche pas, le système de création de monnaie par la dette, ça marche pas, on est dans un système qui s'emballe, ça a des conséquences épouvantables, ça fait des crises, ça nous oblige à avoir de la croissance sans arrêt, ça creuse les inégalités parce que les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, etc. Il y a des conséquences aussi au niveau international, parce que les pays riches s'enrichissent, les pays pauvres s'appauvrissent. Donc voilà, ça ne marche pas. Et donc ces économistes-là ont fait des propositions
très cohérente à l'époque, et je ne parle pas de rigolo, hein. J'ai trouvé ça chez Keynes, chez Friedman, chez Fischer, chez Maurice Allais, même un de nos économistes français, et donc j'ai creusé, voilà, j'ai creusé pour retrouver ces données-là des années 30, j'ai lu des bouquins de l'époque écrits par ces économistes-là, c'est pour ça que mon manifeste s'appelle le manifeste des économistes déterrés, parce que je suis allé creuser pour les rechercher. C'est en même temps un petit clin d'œil aux économistes atterrés dont je connais certains. Oui, Et donc, notamment Frédéric Lordon et d'autres qui... Voilà, Lordon, Voilà. Thomas Coutreau, enfin bon, Bien sûr. on se croise souvent. Et qui luttent pour se faire écouter d'ailleurs en ce moment, hein, qui luttent pour être écoutés. Bah, oui, il commence à avoir des analyses de plus en plus précises. Je pense en particulier à une conférence que je suis allé voir il n'y a pas très longtemps par Gaël Giraud, où voilà, il fait exactement la même analyse que tous ceux qui ont compris le système, que celle que je fais dans mon livre, et qui parle vraiment du problème de la monnaie bancaire. Et donc voilà, dans ce petit rapport-là, j'ai également été rechercher des analystes, oui, et des économistes contemporains, qui ont repris eux aussi les travaux des économistes des années 30 et qui font eux aussi la même analyse et qui arrivent, en les mettant au goût du jour, aux mêmes conclusions. Et donc les propositions de ces gens-là arrivent à dire, bon, le problème c'est que tout le monde est endetté, mais en même temps tout le monde est un peu épargnant. Donc comment on fait à la fois pour ne pas faire écrouler le système et pour rembourser progressivement la dette, enfin pour permettre à ceux qui ont des dettes de les rembourser. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas que des particuliers qui sont endettés, toutes les entreprises sont endettées et tous les États sont endettés, parce que tout le monde est soumis à la même exigence d'aller emprunter de la monnaie pour en avoir, y compris les États. Et quand les particuliers et les entreprises n'ont plus les moyens d'emprunter parce qu'ils sont déjà endettés à ras du bilan, c'est les États qui doivent aller emprunter à leur tour pour pas que leur économie s'écroule complètement et qui doivent aller emprunter de l'argent et le payer pour l'injecter dans l'économie. Donc tous les États sont endettés aussi. Donc la difficulté, c'est d'avoir un système progressif. Et donc les propositions qui arrivent là sur les bureaux même du FMI, de l'OMC, qui arrivent au plus haut niveau, y compris sur les bureaux de responsables, qui eux aussi se rendent bien compte que le système est insoutenable, les propositions passent bien souvent soit par une réinjection de monnaie étatique à taux zéro, c'est-à-dire pour réinjecter de la monnaie dans l'économie et donc permettre au système d'endettement de ne pas s'écrouler et de réinjecter de la monnaie à taux zéro qui permet à la fois de payer la dette et de relancer l'économie. Sachant que, évidemment, ce n'est pas créateur d'inflation, vu que les capacités de production, elles sont largement en dessous du maximum, donc il n'est pas question d'augmenter les prix, il est question de se frotter les mains parce que l'activité reprend, ça, déjà c'est la première chose, c'est la première urgence. Et puis il y en a qui vont plus loin et qui disent, bon, après tout, puisque l'État est capable de créer de la monnaie ex nihilo, puisque à ce moment-là, puisque les banques sont capables de créer de la monnaie ex nihilo et de nous la faire payer, on pourrait très bien dire aux États, eh ben, vous allez créer de la monnaie ex nihilo, mais vous n'allez pas nous la faire payer, vous allez l'injecter gratuitement dans l'économie. Ça va permettre de rembourser la dette et de relancer et de reprendre une activité économique. Et il y en a d'autres qui poussent le raisonnement au bout et qui disent, à ce moment-là, puisque les États peuvent créer de la monnaie ex nihilo en prenant des arrangements avec les banques centrales, eh bien pourquoi est-ce qu'on ne remettrait pas de l'argent directement dans ce que Friedman appelait le flux des dépenses, c'est-à-dire directement dans les poches des citoyens. Et c'est vrai qu'on peut demander à n'importe quel entrepreneur, pour vous c'est quoi la crise? Il va vous répondre, bah, j'ai pas de commande, personne ne vient m'acheter. Et donc le raisonnement il est assez évident de dire, voilà, si on remet des unités monétaires sur les comptes bancaires des gens qui sont à zéro ou qui sont endettés, ça va leur permettre de rembourser leurs dettes et donc effectivement de diluer la monnaie existante, mais ça va leur permettre aussi de se mettre à refaire des échanges économiques qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant, donc peut-être qu'ils vont recommencer à aller au restaurant, peut-être qu'ils vont commencer eux-mêmes à produire quelque chose parce que le restaurateur va les embaucher et que ça va relancer les échanges.
Donc voilà, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est Lord Adair Turner, c'est l'ancien chairman de la Financial Service Authority à Londres. C'est vraiment pas un rigolo, il est en plein dans le système. C'est Steve Keen, qui est un économiste australien qui a beaucoup réfléchi sur ces questions-là, qui reprend les travaux d'Ayman Minsky. C'est Michael Kumhoff et Jaromir Benes qui sont des économistes attachés au FMI, au Fonds monétaire international, et qui écrivent des rapports et qui font des conclusions en précisant bien que c'est pas le FMI qui a dit ça, que c'est eux qui le disent, et qui néanmoins font des conférences en ce sens-là. Donc voilà, donc les solutions au niveau global, en tout cas, elles sont étudiées. Et puis à partir de là, parallèlement à ça, bon, il y a toutes les solutions que nous, en tant que citoyens, on peut proposer. Quand on a pris conscience de tout ce business et qu'on se dit, s'ils y réfléchissent en haut de la pyramide, c'est très bien, mais il vaudrait peut-être mieux qu'on prenne aussi, nous, de notre côté, par la base, les choses en main et qu'on réfléchisse. Alors quand je vous entends parler de remettre de l'argent dans la poche des citoyens, immédiatement, ça me fait penser à la discussion qu'on avait la semaine dernière au sujet du revenu de base. Et on pense, je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ont pensé aussi, le revenu de base, c'est un moyen de mettre chaque fin de mois ou chaque début de mois dans la poche de tous les citoyens d'un pays ou même d'une union politique comme l'Union européenne, de mettre dans la poche de chaque citoyen 700, 800, 1000 euros par mois pour qu'il puisse ensuite aller dépenser ça. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée, le revenu de base ? Tout à fait. Je ferai la même distinction que celle que j'ai faite tout à l'heure à propos de l'impôt, à savoir, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est obligatoire ? Voilà. Est-ce que je peux refuser de le faire ou est-ce qu'on me force à le faire et que si je ne le fais pas, je vais en prison ? Voilà. Pour moi, c'est le critère essentiel, c'est le critère éthique, c'est aussi le critère pragmatique parce que je pense que les choses qu'on oblige les gens à faire fonctionnent moins bien que les choses que les gens décident de faire volontairement. Et puis aussi d'un point de vue logique, voilà, si c'est vraiment ce qu'on veut, il n'y a pas aucune raison que ce soit obligatoire et qu'on aille en prison si on refuse de le faire. Et voilà, si les hommes sont libres et égaux en droit, eh bien, nul homme n'est fondé à exiger quoi que ce soit de tel autre. Il n'existe que la négociation et les rapports volontaires. Bon, ça c'est mon point de vue et je le partage. Mais je pense que c'est un point de vue valide du niveau, en tout cas, des droits de l'homme et du premier article de la Déclaration. Mais bon, donc voilà. Donc pour revenir au revenu de base, bon, il y a différents modes de financer ça et beaucoup de supporters du revenu de base. Imagine un revenu de base financé par la fiscalité. Bon. Donc, ça voudrait dire qu'on va continuer à forcer des gens à payer pour faire des choses. Donc, ça veut dire que probablement, ils ne sont pas d'accord pour que ça se fasse comme ça. Alors, peut-être que si on proposait de faire un impôt volontaire pour financer un revenu de base, peut-être là, ça serait plus valide d'un point de vue logique, d'un point de vue éthique et d'un point de vue pragmatique, à mon avis. Par contre, le problème se pose beaucoup moins au niveau d'un revenu de base, je dirais, monétaire. Mais alors là, est-ce que ça mérite bien encore le nom de revenu de base? C'est un petit peu ça la question. Est-ce que le fait de transformer, je dirais vraiment de révolutionner le système de création monétaire par la dette et le système de l'intérêt sur la création ex nihilo, est-ce que réformer ce système-là en disant on va créer de la monnaie ex nihilo à taux zéro pour la distribuer aux citoyens équitablement, est-ce que c'est encore un revenu de base? Oui, en quelque sorte, c'est un revenu de base monétaire, en tout cas. Et pour que ça corresponde à la Déclaration des droits de l'homme, il convient évidemment que ce revenu de base puisse être librement accepté et qu'on ait le droit de le refuser ou d'y adhérer volontairement. Et donc voilà, c'est la distinction que je fais. Maintenant, au niveau du principe, évidemment que c'est un principe fabuleux. Le fait qu'on puisse, par des moyens valides d'un point de vue éthique, le fait qu'on puisse avoir sa part individuelle d'unité d'échange, et que par conséquent, on puisse se consacrer à de la création uniquement positive, à de la réflexion, à de l'innovation,
à de la recherche, à de l'éducation, à du service, et qu'on ait enfin, peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, pour qu'on ait enfin plus besoin de se préoccuper des questions de survie, pour pouvoir uniquement se consacrer aux questions de bien-être social et de bonheur, eh bien, à ce niveau-là, l'instauration d'un revenu de base, ça serait un outil formidable de, non seulement de liberté, mais aussi de création de richesse et d'innovation. Et donc je pense que ça pourrait être un sursaut extraordinaire, un seuil extraordinaire à dépasser. Oui, donc philosophiquement, l'idée vous emballe, mais sur la notion d'inconditionnalité, puisque c'est ça qui est aussi fondamental avec le revenu de base, c'est le fait que ce soit inconditionnel et universel, et que tout le monde le reçoive. Là, vous êtes un peu plus partagé, vous pensez qu'il vaudrait peut-être mieux qu'on envoie une photocopie de carte d'identité et un RIB pour faire la demande d'avoir ce revenu de base, qui ne doit pas être redistribué de manière unilatérale à tout le monde? Bah, il faut que ce soit universel, ça veut dire il faut que ce soit distribué équitablement à tous les individus. Donc, Oui. au minimum, il faut que ce soit des gens qui existent vraiment. Oui, Voilà, voilà, au minimum, oui. je vais pas me créer. Bon, évidemment, il faut essayer d'éviter que une personne puisse se faire plusieurs comptes et recevoir Bien sûr. plein de revenus de base. À ce niveau-là, non, pas du tout. L'universalité, évidemment, elle fait partie de la liberté mutuelle, du fait que les hommes sont égaux entre eux. Oui, oui, bien sûr. Au contraire, c'est un élément de je dirais pas d'égalité des chances, mais d'égalité du minimum que l'on reçoit du fait qu'on est là, du fait qu'on existe. Alors, quand on vous pose la question de savoir si ce revenu de base pour vous doit être financé par la création monétaire, comment dire, vous ne prenez pas pour vous le terme de création monétaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la nuance? J'ai cru comprendre que pour vous, c'est pas vraiment de la création monétaire que de faire ce revenu de base qui serait une redistribution de l'argent. Alors, j'aimerais comprendre, peut-être que j'ai mal compris dans l'interview en question. Non, c'est-à-dire que si on finance un revenu de base par une redistribution fiscale ou par une redistribution des charges sociales qu'on impose par ailleurs aux entreprises ou aux, ou aux familles. Comme le RSA aujourd'hui, par exemple. Comme le RSA aujourd'hui, ça ne remet pas du tout en cause le système de création de monnaie par la dette et par le secteur bancaire. D'accord. Voilà, dans un premier temps, en tout cas. Ça permet au secteur... Ça ne résout pas non plus du tout le problème de la dette. Ça ne touche absolument pas au problème de la dette et de la création de monnaie par la dette et par le secteur bancaire. C'est complètement intégré au système financier existant. Donc effectivement, c'est beaucoup plus facile à mettre en place que de dire aux banquiers, maintenant, vous n'avez plus le droit de créer du crédit ex nihilo, il va falloir que vous repreniez votre vrai métier qui est de prendre les dépôts des gens et de les prêter à d'autres. Donc ça c'est dans l'état actuel des choses, c'est inimaginable pour les banquiers. D'accord, donc il faudrait, oui, sauter le pas du changement radical, fondamental de la manière dont on crée la monnaie aujourd'hui. Vous l'avez expliqué, par les banques privées qui ensuite le reprêtent aux États et aux particuliers avec des taux d'intérêt qui sont d'ailleurs, on peut s'arrêter une seconde là-dessus, ça me paraît important, des taux d'intérêt qui sont indus, puisque finalement le seul effort du banquier, c'est de s'asseoir sur sa chaise et de cliquer sur son ordinateur. Donc c'est pas le taux d'intérêt qu'il reçoit, et il n'est pas du tout légitime. À aucun moment, il n'est légitime de gagner comme quelque chose qui se traduit en centaines de milliards par an. Hein, quand même, il faut aussi le préciser. On parle de centaines de milliards par an, et cet argent, pour le banquier privé qui le crée, il n'y a aucun effort. Je veux dire, cet argent n'est pas mérité. Non, bah c'est le fruit d'un privilège, donc c'est le but. Mais bon, effectivement, alors on peut dire que c'est la rémunération du banquier, mais à ce moment-là, bon, on peut imaginer que ce soit une rémunération fixe pour service rendu, et pas que ce soit une rémunération au pourcentage sur la quantité de monnaie, sur la quantité de quelque chose qu'il est le seul à pouvoir créer, parce que forcément, il va avoir envie d'en créer le plus possible pour gagner le plus d'argent possible là-dessus. Non, bien sûr, oui. Donc pour revenir à la question du revenu de base, c'est vrai que quand on imagine un système de redistribution,
c'est possible de le mettre en place, hein, c'est possible de le mettre en place dès maintenant, juste en réformant le système de charges sociales et de redistribution fiscale actuelle. Il y a un économiste qui s'appelle Marc de Basquiat qui a fait une thèse là-dessus, qui a bossé 6 ans là-dessus et qui démontre que il suffit de simplifier le système social existant et le système fiscal existant, et on trouve effectivement de quoi donner un revenu de base à l'ensemble des Français. Il parle de 400 € par adulte, 200 € par enfant, sans rien changer, avec, voilà. simplement transvasant ce qui existe déjà. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible. De mon point de vue, ça ne remet pas en cause le pouvoir coercitif de la fiscalité, qui est d'un point de vue pratique difficile à soutenir, parce que bon, forcément que ça nécessite l'existence d'un État et d'une bureaucratie importante, quoique ça la diminuerait forcément, mais pour moi c'est difficile à soutenir au point de vue des libertés. Et bon, mais d'un autre côté, on peut se dire la chose suivante: est-ce que le système fiscal fonctionne? Est-ce qu'en augmentant la fiscalité, on augmente les revenus, je dirais, entre guillemets, de l'État? On constate que non. On constate qu'il y a un seuil à partir duquel les gens préfèrent prendre le risque d'éviter de payer leurs impôts ou de mettre en place des structures pour éviter de payer leurs impôts et de prendre ce risque-là plutôt que de les payer. Ça s'appelle, il y a la courbe de Laffer qui démontre qu'à partir d'une certaine augmentation d'impôts, la perception n'augmente plus. Et que donc, paradoxalement, en diminuant l'impôt, on pourrait augmenter la quantité d'impôts qui rentrent. Parce qu'en diminuant l'impôt, il y a plus de gens qui arrêteraient d'essayer d'y échapper et qui accepteraient de le payer, et donc ça augmenterait globalement l'impôt. Bon. Apparemment, c'est difficile à intégrer ça pour les politiciens. Mais donc, on pourrait dire que aussi le fait de rendre obligatoire le paiement de taxes et de charges sociales pour financer un revenu de base, on pourrait dire que finalement, ça va peut-être obliger aussi, dans un deuxième temps, à réformer le secteur monétaire. Parce qu'il est bien évident que pour financer ces dépenses-là, il y a un moment où il va falloir aussi régler le problème de la dette et donc trouver d'autres moyens d'injecter de la monnaie dans l'économie. Et ce moyen, ça pourrait être le revenu de base, précisément. Un revenu de base monétaire, c'est-à-dire une distribution de monnaie à parts égales à tous les citoyens tout au long de leur vie et qui crée une masse monétaire qui augmente en permanence, mais il suffit d'augmenter le revenu moyen monétaire par habitant en fonction de la masse monétaire pour que ça reste relativement soutenable. Je pose cette question à tous les invités qui me parlent du revenu de base, mais comme c'est une question que beaucoup d'éditeurs ont sur le bout de la langue, je la pose aussi. Si on crée un revenu de base, plus personne ne va travailler, tout le monde va rester chez lui à regarder TF1. Oui, bien sûr, bah oui. Oui, non, mais bon, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Vous en avez beaucoup parlé la semaine dernière avec Stan Jourdan. Bon, il y a plein de réponses à cette objection-là. La première réponse à cette objection, moi je trouve, c'est que je vais vous donner une réponse très personnelle. Tiens. Allons-y, parfait. J'ai passé 10 ans de ma vie sur un bateau. Et donc, voilà, je vivais de très peu de choses avec ma petite famille, ma femme et mes enfants. Et donc, c'était génial parce qu'on revenait quelques mois par an, on travaillait comme des fous. Et puis, on repartait avec des petites économies. On avait de quoi passer l'hiver sur notre bateau dans des très beaux pays, un petit peu partout dans le monde. Et donc, pendant ces 6 ou 7 mois d'hiver, eh bien, on était en vacances. Eh bien, je peux vous dire qu'au bout de 2-3 ans, on en a marre. On en a marre. Et je peux vous dire qu'au lieu de passer mes journées dans un hamac, ce qui aurait été possible en Afrique, on vit avec 2-3 euros par jour très facilement. Il y a du riz, il y a du poisson, il suffit de... C'est très facile, donc on n'a pas besoin de monnaie. Eh bien, très curieusement, ce sont des années qu'effectivement j'aurais pu passer vraiment à ne rien faire. Eh bien, je me suis aperçu que on faisait plein de choses avec ma petite famille. On a appris plein de choses, on a étudié plein de choses. J'ai appris la comptabilité à l'époque, j'ai étudié plein de moyens, plein de systèmes de création d'entreprises. Et quand au bout d'un moment on en a assez, non pas de ne rien faire, mais de
enfin, pour une fois dans sa vie, prendre son temps à se former, à absorber des choses, à s'enrichir intellectuellement et moralement, eh bien, enfin, au bout de quelque temps, évidemment, on revient dans la vie. Et on apporte de la richesse, et on crée quelque chose. Et là, la production est démultipliée par toute cette période d'assimilation antérieure. Et ça, je crois que c'est un argument essentiel pour le revenu de base. Et c'est amusant parce que je crois que ce qu'on constate actuellement dans la société, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Qui ne travaillent pas pour quelque chose de rémunéré. Il y a beaucoup de gens qui font du bénévolat. Il y a beaucoup de gens qui passent des heures sur Internet. Qu'est-ce qu'on fait sur Internet? On lit, on regarde des vidéos. Ça consiste à quoi, ça? Ça consiste à apprendre, à comprendre, à se former, à s'enrichir intellectuellement et moralement. Et ce passage-là dans la vie d'un homme, dans la vie d'un humain, il est absolument essentiel. Et le fait qu'on soit obligé de se soumettre à un système monétaire actuellement qui nous oblige à aller chercher de l'argent pour acheter à bouffer et se loger, il est extrêmement destructeur à ce niveau-là. Et donc le fait qu'en ce moment on soit un petit peu tous dans la mouise parce qu'on n'arrive pas à trouver de l'argent et que donc tant qu'à faire on reste chez nous et on regarde et on se forme et on lit et on apprend et on se rencontre et on s'informe les uns les autres et on se réveille les uns les autres, cette période-là, je crois qu'au niveau d'une humanité telle que nous la vivons en ce moment dans les pays occidentaux, elle est indispensable. Cette période de, non pas d'oisiveté, c'est tout le contraire de l'oisiveté. Au contraire, c'est le fait de réfléchir, de se former, de s'informer les uns les autres. Elle est capitale dans l'évolution d'une humanité. Et évidemment, le revenu de base, ça serait un outil merveilleux pour étendre ça à l'ensemble de la population. Et là, à mon avis, encore une fois, je le répète, je pense que ça peut créer un sursaut, un seuil extraordinaire au niveau de l'Occident, au niveau du monde entier. Effectivement, quand vous parlez d'oisiveté, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que cette démarche d'apprendre, de travailler, de lire, de communiquer, d'organiser des conférences, d'organiser des concerts, etc., tout ce qu'on peut faire quand on a la liberté de son temps et le choix de ce qu'on a vraiment envie de faire, sans se préoccuper évidemment de retombées économiques, on appelle ça de l'oisiveté. Vous venez de le démontrer parfaitement, c'est absolument pas de l'oisiveté. Par contre, aller au travail 5 jours par semaine, de 8h à 19h, en faisant mine de travailler pour pas être trop embêté par le patron, mais finalement en faisant pas grand chose, en allant se divertir sur des sites internet humoristiques, sans chercher à vraiment approfondir quelque chose, à plutôt tuer le temps, comme on dit, hein, l'expression veut tout dire. Ce temps qu'on perd à le tuer, justement, ça c'est plutôt de l'oisiveté, pour le coup. C'est plutôt de l'oisiveté que d'être dans un bureau à ne pas faire grand-chose de constructif. J'inverse un petit peu les notions, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, finalement, tout à beaucoup fait. de métiers de bureau sont un peu oisifs. Oui, bien sûr, oui. Et probablement beaucoup moins utile que le temps que ces personnes-là pourraient passer à apprendre des nouvelles compétences, à se former, à échanger. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais malheureusement, le système actuel fait qu'on est obligé de se soumettre à un métier qui n'a aucun sens pour payer le loyer, le toit et le couvert. Mais donc, je crois que c'est un élément essentiel. Alors, il me semble, là ça c'est amusant aussi, il me semble que au niveau d'une humanité, et c'est peut-être ça qui fait qu'on est un petit peu en douleur en ce moment, au niveau global, on est en train de vivre ce qui se passe dans une vie humaine. Dans une vie humaine, on arrive au monde et nos parents nous donnent tout ce qu'ils ont, nous nourrissent, etc. Et puis après, on passe 10 ans, 12 ans, 15 ans à apprendre les codes de la société dans laquelle on est tombé, à apprendre les règles, à apprendre les usages, l'éthique, la morale relative, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. On se forme, on apprend. Et puis après, souvent, vous savez, au Moyen-Âge, les jeunes étudiants qui avaient terminé leurs études, on leur offrait, ou ils s'offraient eux-mêmes une année sabbatique, où ils voyageaient en Europe à l'époque. Et puis après, ils arrivaient nourris de tout ça, et ils se lançaient dans la vie. Et là, je peux vous dire qu'après 15 ans ou 18 ans de formation, une année de voyage et de connaissances supplémentaires,
je pense qu'on sait bien ce qu'on veut et que si on a la possibilité dans une société de produire quelque chose, on ne le produit pas au hasard. Et je pense qu'au niveau de l'humanité, c'est peut-être un petit peu ce qui est en train de se passer. On s'est nourri pendant quelques millénaires de la Terre, c'est-à-dire on a pompé tout le lait et toute la richesse que la Terre pouvait nous donner, et puis là, bah, la pauvre, elle a plus de lait à nous donner. Donc il va falloir qu'on s'émancipe, il va falloir qu'on connaisse un petit peu notre fin d'adolescence. Il n'est plus question de pomper la terre-mère, si je fais le parallèle. Et donc je pense que là, et peut-être que le revenu de base serait un outil intéressant à ce niveau-là, peut-être on a besoin de notre année sabbatique. Peut-être qu'on a besoin de quelques temps pour, entre guillemets, ne rien faire, quoi, se laisser imprégner, se laisser communiquer avec la nature, avec les autres hommes, avec les autres sociétés. Et là, on a les outils pour le faire. Avec une petite connexion Internet ou dans un cybercafé, on peut parler avec n'importe qui dans le monde, on peut réfléchir, on peut se comprendre, on peut se connaître, on peut se regarder en vrai, en vidéo. Et donc je pense qu'on est peut-être au bord de ça, au bord de cette petite période là où on a besoin de se reposer un petit peu et de réfléchir, et de méditer, et d'apprendre, et de se connaître, et de connaître la vie autour de nous. Et après, je pense qu'on peut redémarrer. Il y a des sociétés où c'est beaucoup mieux accepté cette idée-là, cette idée d'année sabbatique, de prendre 2 ou 3 ans à partir de la majorité pour découvrir le monde et aller à la découverte du vaste monde. Je pense au Danemark notamment. Je sais qu'au Danemark, quand on a fini ses études secondaires, qu'on sort du lycée avec l'équivalent du bac en poche, il est tout à fait accepté, même encouragé par la société, de prendre 2 ou 3 années pour soi, d'aller voyager, de partir en Europe, partir en Afrique, de partir en Asie, voir le monde, découvrir les gens. Et c'est socialement extrêmement bien accepté. Alors même si aujourd'hui le gouvernement incite de plus en plus les jeunes à reprendre leurs études directement après avoir fini le secondaire, dans les familles, on comprend très bien qu'un jeune a besoin de prendre 2 ou 3 petites années pour trouver ce qu'il a vraiment envie de faire. En France, c'est pas du tout le cas. Si vous faites une année de fac, que finalement ça vous plaît pas vraiment, que c'est pas ce que vous vouliez faire et que vous changez, on vous dit ah mon pauvre, t'as perdu une année quand même, c'est dommage. Hein. Alors que c'est qu'un jeune qui a 19 ans à qui on dit ça. Hein. Voilà, il a 19 ans, on lui dit t'as perdu une année quand même, alors qu'il a toute sa vie devant lui. On voit bien qu'on a inversé, que aujourd'hui il faut le plus vite possible devenir productif, se mettre à travailler, se mettre à rembourser la dette. Hein. Voilà, on y revient à chaque fois. Donc c'est effectivement peut-être qu'il faudrait accepter cette idée de l'année sabbatique, des 2 années sabbatiques, et même cette idée-là collectivement. Oui. Qu'on prenne peut-être le temps de freiner un petit peu tout ça, de se dire qu'est-ce qu'on veut faire. Ça, je le répète beaucoup à cette antenne, mais qu'est-ce qu'on veut faire en tant que société? Quel est notre objectif? C'est aussi cette question-là qu'il faut se poser aujourd'hui. Oui. Et ça prend du temps. Ça prend un certain temps pour le comprendre et pour l'assimiler et pour le verbaliser et pour le mettre en place. Oui, tout à fait. Et donc je pense que cette notion-là, oui, un temps de repos pour réfléchir et penser au futur et penser à qu'est-ce qu'on va produire après, je pense qu'en tant que société, c'est le moment de se payer notre année sabbatique, très certainement. Et très certainement que le revenu de base est un élément essentiel. Alors il faut se faire confiance aussi. Quand on dit à un jeune homme ou à une jeune femme, tiens, vas-y, va voyager, va voir le monde, et quand tu reviendras, tu verras, tu seras beaucoup plus enrichi et tu seras beaucoup plus efficace après. Eh bien, je crois on devrait se faire confiance en tant que société et se dire, voilà, on se fait confiance à tous, les uns les autres. Stan Jourdan, la semaine dernière, parlait du problème de la défiance que nous avons les uns envers les autres. C'est tout à fait logique dans un système tel que celui que nous avons. C'est tout à fait logique dans un système où ce que j'ai, tu ne l'as pas. Puisqu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Il n'y a pas assez d'unité monétaire, il n'y a pas assez de moyens d'échange pour tout le monde. Or, on a besoin de moyens d'échange pour vivre, pour échanger les uns avec les autres. Donc, ce que j'ai, tu ne l'as pas. Pour passer à un paradigme de ça à si je te donne quelque chose, je m'enrichis, parce que ce que je te donne, tu vas le donner à quelqu'un d'autre, qui va le donner à quelqu'un d'autre, et ça va me revenir.
C'est le système selon lequel les classes les plus aisées fonctionnent. Je vous rappelle les travaux des sociologues Pinson-Charlot qui nous disent exactement ça. Si la classe dominante reste la classe dominante, c'est parce qu'il y a un phénomène d'entraide mutuelle très efficace qui fonctionne. Donc si on applique ce phénomène de confiance mutuelle au niveau de notre société et qu'on se dit, voilà, on se fait confiance, on se donne un revenu de base, on se donne le temps de méditer, de réfléchir, de se former, de savoir ce qu'on veut, comme vous venez de le dire, eh bien, je pense que cette confiance-là, forcément, elle va être récompensée. Parce que là, on revient au système du don. Et si je te donne quelque chose, tu sais bien que tu es redevable. Tu sais bien qu'il va falloir que tu fasses de ton mieux pour rendre ça. Donc, si on se fait confiance les uns les autres et qu'on se donne les moyens de prendre le temps de réfléchir à la meilleure manière dont nous allons pouvoir participer à la prospérité mutuelle, je pense que ça peut et ça va payer. Ça va être, ça peut occasionner comment dirais-je, un sursaut extraordinaire d'amitié, de solidarité, d'échange, de communication et donc de richesse. Et ça, c'est une perspective qui, pour l'instant, n'est pas du tout... parce qu'on a fait une belle émission jusqu'à présent. On n'a quasiment pas parlé des politiques actuelles. Tu vois ce que je veux dire? On a quasiment pas critiqué pour l'instant. On n'a fait que positiver, etc. Donc, on va quand même mettre un petit coup dans ce gouvernement actuel. Oui, ben, allez-y, Gérard. Je crois que c'est pas nous qui avons besoin d'eux. C'est eux qui ont besoin de nous. C'est très bien résumé. C'est parfaitement résumé et c'est précisément ça qu'il est temps de comprendre. Quand on parle de rembourser la dette, parce que c'est la grande phrase, hein, aujourd'hui, c'est vraiment la grande phrase. Cette dette, effectivement, si nous arrêtons collectivement de la rembourser, le système va pas s'effondrer. Et c'est justement là l'absurdité sur laquelle je voulais revenir. Vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, Gérard. Il nous manque les moyens d'échange. Parce que les biens à échanger, ils sont là. Si on voulait nourrir la France 2 fois et même devenir tous obèses, on pourrait largement le faire sans rien changer, avec ce qui est produit actuellement, ce qui est gaspillé et ce qui est jeté. On pourrait devenir voilà, tous des gros Américains de 150 kilos sans aucun problème. Et vraiment, quand je dis tous, c'est tout le monde. Et pourtant, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui dorment dehors, il y a des gens qui se privent de manger pour nourrir leurs enfants. Donc on voit bien que ce qui manque, ce ne sont pas les biens créés, qu'on a largement tout ce qu'il faut pour nourrir tout le monde sans aucun problème, nourrir, loger, chauffer tout le monde. Pourtant, il y a encore des inégalités profondes, il y a encore une pauvreté extrême et une misère. Donc, elle est là l'absurdité. Les magasins sont pleins à craquer, c'est l'abondance partout, et pourtant, le moyen d'échange, lui, manque. C'est uniquement parce qu'on n'a pas ce moyen d'échange qu'on est dans le manque, dans le stress permanent aussi, les burn-out, les maladies de stress, la dépression, etc., etc. Plus on est le plus grand consommateur de drogue et d'anxiolytiques au monde, dans un pays où quand même les magasins sont pleins à craquer et où tout le monde pourrait manger à sa faim sans aucun problème. Donc cette absurdité-là, elle crève les yeux et pourtant plus personne ne semble la voir. Oui. C'est ce que vous dites là, c'est exactement ce que disait un petit monsieur qui s'appelait Louis Evin dans les années 50, Evin, E-V-E-N, qui faisait des mini-shows à l'époque. Il faisait déjà des vidéos, des interventions à la télévision québécoise, et il disait exactement ça. C'est comment se fait-il, disait-il, avec son béret blanc, qu'il y ait des gens qui crèvent de faim devant des vitrines pleines de manger. Et donc, c'est un paradoxe ahurissant. Mais bon, quand on réfléchit au système de création des unités monétaires pour avoir ces échanges-là, évidemment, on ne peut que comprendre comment c'est possible. Mais voilà, c'est effectivement un paradoxe totalement absurde, ridicule, et qui pourrait très bien être résolu par des réformes de la création du système d'échange et du système de création des unités monétaires, tout à fait. Alors, on va ouvrir le standard pour les auditeurs qui souhaiteraient poser leurs questions. Et oui, il est déjà 16h. Oui. 08 92 23 95 20
pour appeler en direct et intervenir en direct. Posez vos questions à Gérard Fouché, qui est notre invité aujourd'hui. Gérard Fouché est metteur en scène, comédien, passionné de monnaie, d'économie, d'humain et de changement, d'utopie, on pourrait le dire. Alors, est-ce que le mot utopie, tiens, je rappelle une fois le numéro du standard et on va ensuite faire une pause musicale, mais j'aimerais vraiment vous entendre sur ce mot d'utopie. 08 92 23 95 20. Gérard Fouché, l'utopie, est-ce que c'est un mot qui fait partie de votre vocabulaire? Non, non. Bon, évidemment, une utopie, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, ou au sens étymologique, c'est quelque chose qui n'existe pas. Utopia, Le lieu qui n'est nulle part. c'est le non-lieu. Voilà, c'est un lieu qui n'existe pas. Mais bon, l'abolition de l'esclavage, avant que ça advienne, c'était une utopie. Aller sur la Lune, avant que ça arrive, c'était une utopie. Bon, tout le monde se fait, tous les gens qui ont des grands projets et donc des grands rêves se font accuser d'être des utopistes à un moment donné. Donc, non, c'est pas un problème. Je dirais presque que c'est plutôt un compliment d'être qualifié d'utopiste et que ce qu'on propose est une utopie. C'est un compliment parce que ça veut dire que vous êtes le seul à y croire et que donc si vous êtes suffisamment énergique et que vous arrivez à convaincre suffisamment de gens que votre utopie est quelque chose de bénéfique pour l'ensemble du monde, de la nature et des humains, bah ça sera plus une utopie quelques mois ou quelques années ou quelques siècles dans le futur. Donc c'est parfait une utopie. Eh bien, on va accueillir dans quelques instants les premiers auditeurs. Il y a déjà Julien qui est avec nous. On va quand même faire une petite pause musicale pour faire la transition par rapport à la vidéo. Et ensuite, on se retrouve donc tout de suite dans quelques instants pour les questions des auditeurs. Et donc, on a déjà Julien. Je rappelle le numéro de téléphone pour intervenir et poser vos questions à Gérard Fouché qui est avec nous aujourd'hui. 08 92 23 95 20. Je répète 08 92 23 95 20.